Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre nous. Alors cet été j'ai quitté Dubaï, je voyage un peu et puis j'ai été accueilli à Saint-Raphaël par deux amis que j'ai envie de vous présenter. Pendant tout cet été, à chaque fois que j'irai quelque part, je ferai des interviews de gens qui croisent mon chemin et c'est un peu l'occasion de vous les présenter. Alors comme d'habitude, ça reste entre nous, vous ne publiez pas ça sur les réseaux. Aujourd'hui on a Adrien et Julien avec nous. Bonjour les gars, Hello, ça va? on est en forme. Très grande forme, ouais. Vous avez l'air un peu tendu là. Bah tu sais, nous on est toujours tendus. On n'a pas l'habitude d'avoir une aussi grosse caméra, c'est pour ça. D'accord. Présentez-vous rapidement et puis comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Moi c'est Adrien, je suis grand frère. Donc j'ai commencé moi ma carrière en tant que software engineer. Puis vu que j'étais un mauvais ingénieur, j'ai fait du produit. Et puis après j'ai fait pas mal de choses comme du gros et du go-to-market sur de l'expansion de marché. Et puis bon, il y a quelques années, je me suis quand même mis au crypto. Et voilà, depuis 2016-2017, crypto pas mal sur le côté. Et puis 2019, on s'est professionnalisé avec Julien. Julien qui a suivi très vite les cryptos derrière. Voilà, on a monté un family office en 2019. Où on travaillait pour… Un family office pour les gens, parce que sur YouTube ils savent pas ce que c'est un family office. Un family office, c'est c'est difficile à expliquer ça. Un family office, c'est un petit groupe où finalement on gère l'argent de tiers, d'investissement, de diversification, des gens qui sont, on va dire, ce qu'on appelle des high net worth individuals ou des institutionnels, des gestionnaires de patrimoine, et on les aide à diversifier ou à s'exposer sur un marché financier X ou Y. Donc nous, on était spécialisé crypto avec une approche quantitative du trading. Donc sur cette activité-là, avec Julien, on a fait ça pendant quelques années. On a vite compris qu'on allait avoir des limitations opérationnelles par rapport à notre modèle, parce qu'on fonctionnait sur quelque chose qu'on appelle du managed account. Donc on ne collectait pas l'argent des clients, on ne faisait pas de custody. On déployait les robots de trading sur le compte d'un exchange crypto, que ce soit un Binance ou autre. Et c'est vrai qu'opérationnellement parlant, ça devenait vite compliqué pour passer de 10 millions de dollars à 100 millions ou plus. Et c'est vrai que voilà, on a appris les leçons un petit peu de tout ça. Et c'est pour ça qu'on a lancé autre chose là récemment, quoi. Alors, Julien. Et moi, Julien, background ingénieur un peu traditionnel français. Et du coup, moi, l'aspect, on va dire, trading, finance, c'est fait naturellement. Vu que la plupart des personnes dans mon cas, soit font du M&A, soit du consulting, soit sont software engineer, soit vont en finance. Donc moi, j'ai choisi le côté finance et je fais du coup le côté, on va dire, maths en finance automatique. Vu que je suis vrai que je suis là un peu plus dans la génération où on a beaucoup plus connu le côté algorithmique trading très tôt, plus que value investing ou autre. Et depuis 2007, je fais principalement de la crypto, on va dire sur la plus grosse partie de mes activités. Et à côté de ça, toujours un petit peu à côté pour savoir un petit peu ce qui se passe aussi sur d'autres marchés, le forex, les actions. Et du coup, on va dire que je suis un peu un quant, entre guillemets, quant trader ou quant, ça dépend un peu des moments du marché. Parfois, on est que automatisé sur les marchés, donc avec des robots qu'on développe et qui permettent de prendre des expositions sur le marché. Ou parfois, c'est purement, on va dire, le trader manuel à l'ancienne. Donc, je fais principalement ça de mes journées, quoi. D'accord. Et alors vous avez toujours travaillé ensemble? Non, on n'a pas toujours travaillé ensemble. C'est vrai que c'était une première expérience, le family office. On avait fait des petites choses ici et là, Ouais. des petits Quand même, e-commerce, des petites choses comme ça. Mais c'est vrai que là, bon, le family office, c'était notre T'as premier… combien d'années de plus que Julien? 4 ans. 4 ans. On a 4 ans de différence. On Puis- dirait ouais. pas, on est d'accord? C'est lui le sage et moi le foufou. On a des skills qui sont assez complémentaires, ouais. en fait. Je pense que c'est pour ça que dans certains secteurs, elles sont d'autant plus complémentaires, parce qu'il a des expériences dans des domaines où en fait, et en plus je pense d'autant plus complémentaires que moi j'ai toujours su que j'allais travailler avec mon frère à un moment donné. Et donc il y a plein T'as de skills. toujours su que t'allais travailler Ouais, avec je sais ton pas, j'ai toujours un peu eu ce feeling-là, un peu comme on a été éduqué. Et je me suis toujours dit que certaines compétences qu'il a, moi j'ai vraiment pas essayé de les développer plus que ça, on va dire à part, voilà. Et donc du coup, ça fait que les grosses lacunes que j'ai, lui il les comble et l'inversement, je pense aussi inversement. Ouais. Donc ça fait Inversement pas mal sens. surtout. Ouais. Donc ouais, non, ouais. Et alors comment ça a démarré? Comment vous avez eu l'idée? Crypto, Julien il se mettait de plus en plus à faire de trading et notamment sur des produits forex. Ouais. Il testait pas mal de choses sur des produits de trading quantitatif complètement automatisés forex, stock aussi. Ouais. Puis moi, j'avais travaillé pour un fonds crypto qui avait vrai. bien fait C'est vrai, une c'est partie du bull run. Et en fait, eux, ils avaient été assez malins, que c'est un peu l'expérience du vieux banquier.
ils avaient su sortir, on va dire, le mieux possible du marché. Et après ça, moi, j'avais pas voulu forcément aller dans un autre marché que la crypto, vu que finalement, le edge que tu développes quand tu es trader, quand tu commences tôt, je pense d'être dans un marché et quand même d'essayer de s'y tenir. Donc je pense que j'avais fait le choix comme ça de me dire ok, plutôt la crypto c'est quand même plus funky. Surtout qu'en 2021 c'était quand même beaucoup plus 2021 c'était quand même beaucoup plus funky que maintenant pour on va dire quand on croise des gens dans la rue plus parce que dans l'intérieur c'est toujours aussi funky. Donc du coup je me suis dit je voulais rester en crypto-monnaie. Ouais. Et en plus on se rend pas compte mais il y a quand même une barrière à l'entrée en crypto qui est importante. Et c'est vrai que je pense qu'on a construit. Barrière de quelle nature? J'allais dire l'inverse. J'allais dire qu'en fait moi je trouve qu'en crypto la barrière elle est toute petite alors qu'en marché traditionnel quand tu es un simple, on va dire, c'est très compliqué. Même l'accès aux capitaux, avoir la confiance dans le marché, pouvoir être accompagné aussi par des personnes un peu plus compétentes ou même qui ont des gros fonds déjà, etc. pour te permettre de toi pouvoir gagner, on va dire, en rapidité, en croissance. C'est très compliqué alors qu'en crypto, tu peux avoir accès, tu peux beaucoup plus avoir ta chance beaucoup plus rapidement. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on a finalement construit une expertise assez approfondie, on va dire, des cryptos. Et ça, c'est vrai qu'on s'en sert encore aujourd'hui, quoi. C'est quelque chose, on a un edge de marché, de compréhension. C'est-à-dire que dans les cryptos, la barrière légale, elle est basse. Il y a de l'argent, il y a de l'argent disponible. Mais par contre, c'est tellement le bordel et la jungle il faut pouvoir naviguer que la barrière à l'entrée, elle est élevée dans le sens. Et puis moi, je pars du principe que c'est plus facile de réussir ou de faire des choses dans un marché qui a une forte croissance qu'un marché qui peut être plus saturé ou même un peu en décroissance sur certains marchés. Donc moi, c'est plutôt, je vais quand même un peu. Et vous avez toujours été pris par le virus de la crypto. Comment tu as découvert la crypto, toi? Moi, j'ai commencé la crypto, c'était plus par la technologie, parce que je faisais pas mal de dev à l'époque. Et c'est vrai que la blockchain, technologie, un peu philosophiquement, ça m'avait vachement plu. Je me rappelais, j'appelais papa, j'étais en Chine à l'époque. J'appelais papa, je disais c'est une révolution, ça va tout changer. Puis après, on se remet vite à comprendre que il y a toute cette partie token economics, crypto par-dessus. On commence à mettre ses petits sous et à faire du trading. Puis là, à un moment donné, je faisais que du trading de mes journées. Et puis, en fait, encore une fois, là, pour le coup, la barrière à l'entrée était assez faible pour quelqu'un comme moi d'investir mes 3 sous en crypto et de pouvoir commencer à trader, à prendre mon expertise un peu de marché et à avancer là-dessus. Et c'est vrai que c'est comme ça que j'ai commencé la crypto pour faire un peu des sous. Voilà. Okay. Et toi, c'est lui qui t'a parlé de la crypto? Moi, en fait, je crois qu'il m'en avait parlé, parce qu'on avait un petit peu discuté de ça, mais il y a très longtemps. Mais à l'époque, même moi, j'étais très jeune, donc c'était compliqué de comprendre l'argent qui se déplace par rapport à un virement bancaire, c'est de comprendre un peu logique. T'as pas de compte bancaire, donc tu te rends pas compte les flux monétaires, ce que c'est. Moi, c'est assez marrant. J'avais un bon copain qui, quand j'étais en classe préparatoire, qui avait eu une colle, tu sais, d'anglais. On a des petits exercices comme ça. Et c'était un article sur le Bitcoin. Et d'ailleurs, en plus, c'était un article qui était, parce que c'était quand même avant 2007, qui était assez sympa parce qu'il présentait déjà comme le Bitcoin un peu comme un truc qui pouvait un peu titiller un peu, tu vois, un nouveau système, tu vois. Donc c'était assez présentation, pas sur le côté que bulle et tout ça. Et je sais pas, il m'avait présenté ça. Et en fait, moi, à l'époque, je faisais déjà du trading. J'étais majeur, j'étais juste majeur. Mais tu sais, je faisais du trading. J'avais pas de capitaux, donc je faisais du trading, c'est sur des comptes démo où tu sais, tu trades de l'argent virtuel, mais tu sais, comme si c'était sur les marchés. Et en fait, moi, je faisais ça et c'était hyper frustrant parce que tu sais, tu peux pas faire le truc et tout ça. Ou tu sais, as un petit peu d'argent, d'économie de côté. Et je sais pas, il m'a dit la crypto. Et en fait, tu vas sur Coinbase, tu fais ton KYC, tu fais un virement bancaire et directement, tu peux trader en vrai, quoi. Donc c'est vraiment comme ça, plus que j'ai commencé à passer de longues heures sur GDAX et tout ça à l'époque. C'est vrai que GDAX à l'époque, ouais. J'ai pas connu c'était GDAX, c'était Coinbase Pro ouais. Coinbase Pro à l'époque, ouais. D'accord. Parce que j'ai pas envie de dire que c'était avant Binance, mais. D'ailleurs, il était super ce produit, ils l'ont mis à la porte, c'est un peu dommage. Ils ont focus plus retail, pas trading. Mass market, ouais. Investing, ouais. Alors, pour la petite histoire drôle sur comment on s'est rencontrés, vous avez envie de raconter ça? Ah ouais, comment on s'est rencontrés Ça dépend, ouais. C'est plus toi, est-ce que tu veux Non, t'étais en Géorgie? J'étais en Géorgie? Ah bon? Non, mais c'est peut-être pas cette partie-là, je pense. Ouais. Je pense que la partie comment on s'est rencontrés. Quel rapport avec la Géorgie et nous? T'étais en Géorgie, j'étais DM tu cherchais des plans en Géorgie. J'étais DM des plans en Géorgie, des restos, un peu des copains à rencontrer, les machins. Ouais. Ah ouais, j'ai aucun souvenir de ça. Voilà. C'est comme ça. J'ai pas fait le lien. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais, pour moi, c'était toi qui m'avais pingé. Non. Non, c'était moi. Ouais. Mais après, on n'a pas créé un groupe sur WhatsApp et tu m'as pingé? Non. Ça après, je me souviens un peu de cette partie-là. Pour moi, c'était cette partie-là. Non, si, ça a été groupe WhatsApp assez rapidement. Et ça a démarré par des restos, tiens, c'est marrant.
Ouais. Ça a démarré par Ouais. des restos, ouais. Comme Et quoi. après, c'est assez surprenant, c'est que tu nous as très rapidement pris en call. J'ai pu en discuter un tout petit peu de crypto dans le groupe, et au bout de 3 messages, j'ai dit, bon les gars, vous m'embêtez avec votre truc crypto, venez on fait un appel rapide, on discute de ça. Et je crois qu'on est le premier appel qu'on a fait, c'était vraiment parler que trading et tu Crypto, vois, un ouais. peu certains produits, façon de voir le marché, etc. Et je pense que ça t'a plu, et du coup, Ouais, je me après, rappelle, on est venu te voir, on t'a dit voilà, on veut lever des millions de dollars. Et là, tu nous as dit, il n'y a personne qui comprend ce que vous faites, les gars. Ouais. Et alors, ça va mieux? ça va mieux. Ça va mieux, ouais. C'est pas encore ça, mais ça va un peu mieux, ouais. Ça va un peu D'accord. mieux. Le Ous effect starting to work. Yeah. Ouais. Gaining momentum. Yeah. D'ailleurs, vous avez créé donc un club d'investissement. Exactement. Enfin, votre family office, c'est un peu ouvert à des gens extérieurs, Exactement. avec un NFT qu'on peut acheter. Voilà. C'est un NFT utilitaire qui te donne accès à un club privé d'investisseurs où on partage ce qu'on fait en crypto, nos petits Il a une date d'expiration, le NFT? non, il n'y a pas de c'est lifetime. Mais il y a Pourquoi en il y a- faire un NFT plutôt qu'un abonnement C'est le côté cool, ouais. C'est plutôt côté Ouais. expérience, cool, Web3. Ouais. En plus, nous, on qu'on voulait aime bien. forcer un petit peu les gens en première step, mettre une friction sur l'achat pour Ouais. vraiment déjà un peu filtrer. Et puis, c'est faire un peu l'expérience de Web3 pour que les gens mettent la tête dans d'autres blockchains qui ne sont pas que des blockchains EVM compatibles. Combien de vos clients ouvrent un wallet parce qu'ils veulent rejoindre le club? 100%. C'est vrai? Je pense, ouais. Non. Et pourtant, Ouais. ils sont en crypto. Il y en a un paquet qui sont en crypto Vraiment, déjà. ouais. Parce qu'en fait, Mais nous, qui en font fait, pas de on NFT. mine sur Solana. Donc, Ah, les gens la sont pas sur plupart, Solana. la plupart des gens n'ont pas de wallet Solana. Solana ou Ouais. Phantom, moi je te parle. MetaMask, Ouais. je pense 80 ou 90%. Ouais, D'accord. MetaMask. Et puis les gens font peu de NFT quand même, hein, autour. On a un petit groupe qui fait des NFT. En fait, je pense qu'en France, les gens font d'habitude- très peu de NFT. D'habitude, globalement. les gens qui trade, ils font pas de NFT. Ah. Ça se traduit Ouais. aussi le NFT. Oui, C'est un peu mais- plus compliqué de gérer son exposition, mais. Mais euh, les gens qui aiment le trading ont raté le. Je pense que surtout, c'est qu'en France, comme le contenu NFT il est en anglais et que les Français ne parlent pas anglais, C'est vrai. globalement, ils ne font pas de NFT. Mm. Je pense Ah oui, il y que a c'est pas plus eu, comme ça. tu Ouais. vois qu'il Ouais. parce qu'il n'y a pas eu de contenu en français sur NFT. Ok. Ou si, mais c'est pas le contenu. Ouais, puis Mm. le français, il faut qu'il crée son MetaMask. Non, puis en fait, ça te met une petite barrière après. Il faut qu'il commit, le mec. Mm. Donc c'est un peu chiant, c'est vrai. Mais quand il a fait ce setup-là, après, derrière, ben, voilà, on lui ouvre un peu les portes. On sait qu'il a ses premières bases crypto, qu'il est setup pour pouvoir vraiment aller chercher, extraire le plus de valeur finalement du club. Donc, Ça ce force à soit- mettre tête dans un truc hot wallet, cold wallet Ouais. aussi un peu. Alors, comment vous vivez d'être dans une industrie où il y a que des arnaqueurs C'est compliqué. Alors, c'est compliqué. et des types qui promettent C'est compliqué. C'est compliqué en même temps, c'est pas très compliqué. des parce que- lambeaux et parce des... Ouais, en fait, c'est compliqué en même temps, c'est pas Allez où compliqué. votre lambeau, vous d'ailleurs? Pas de lambeau. Putain. Pas de lambeau, en Vous, miniature. vous savez, vous êtes sûr que vous êtes bon? Ouais, bien sûr. Ouais, on est un peu moins flashy que les autres, mais ouais. Mais Non, c'est compliqué, hein, ça c'est sûr, hein, parce que bon voilà, on est dans la réalité quand même nous. Tu sais, moi, il y a plein de gens En fait, qui moi, pensent c'est que je compliqué, suis c'est un pas tellement- influenceur. moi, c'est compliqué, c'est pas tellement. Parce que, en fait, comme tu dis, c'est le libre-échange. C'est-à-dire qu'il y ait des mecs qui fassent des trucs, qui fassent des arnaques avec de new shiny things, que les mecs tombent dedans, qui se fassent piéger. Si l'humain est assez intelligent, il se fait piéger une fois, après il se refait pas piéger. Je pense qu'on s'est tous fait piéger plein de fois sur plein On de voit un trucs. paquet, hein. Même parfois, tu as toujours. Moi, j'ai beau être, en voir passer des centaines et des centaines qu'on nous remonte et tout. On se fait trappe de temps en Non, temps. quoi. bon, mais on vient voir, on veut tester. Moi, à la rigueur, le truc qui m'énerve le plus et qui nous fait très mal, c'est que ça crée des biais psychologiques chez les gens qui sont très puissants. Parce qu'en fait, les gens, ils vont chez ces personnes-là, et ils sont convaincus déjà que ces personnes-là sont C'est forcément la norme en gagnent, fait. que c'est la norme, que c'est normal d'être trader et de jamais travailler, de jamais derrière un ordinateur, et que c'est possible, et qu'au plus de ça, très souvent, ils créent un biais dans le cerveau des gens, c'est qu'ils les font gagner un petit peu. Donc en fait, les gens retiennent que le gain et pas la perte. Donc en fait, ils disent ouais, mais lui là-bas, je faisais tant de pourcents, ou j'ai fait tant de trucs, mais il sait pas qu'il a perdu 100% de son capital. Tu vois. Donc en fait, ils restent sur ça. C'est un peu comme la roulette ou je sais pas le casino. Tu vois. Les gens ils vont, mais ils ont gagné 2 euros. Ils disent ah putain, mais j'ai gagné 2 euros, mais ils ont pas oublié que toutes les fois ils ont mis 20 balles et ils ont perdu 10 fois 200 balles. Vraiment? Ouais. Ouais, il y a une distorsion de la Et réalité. d'ailleurs, nous on qui parle est- avec qui plein est de mecs énorme. qui ont été habitués à des trucs. Et en fait, ils disent mais pourquoi tu fais pas pareil? Par exemple, tu prends Celsius. Nous, on a averti que pendant très longtemps, Celsius, d'où vient le yield? Tu vois, à un moment donné, c'est quand même compliqué de l'expliquer parce que les yields sont pas là on-chain. À part si tu fais des loans collatéralisés où tu mets plein de couches, peut-être que tu peux sortir ces yields là, mais du coup, c'est pas possible. Et si tu comprends pas d'où vient l'île, c'est toi l'île. Donc, Ouais, voilà. Et donc, en plus, mais le problème, c'est que nous, on parlait des mecs, tu vois, ça leur arrivait sur Celsius, mais ils disent, ouais, mais bon, j'ai gagné tant pendant tant de trucs, et ça leur crée un truc dans la tête qui est bizarre. Et en plus, après, souvent, ces produits-là font des trucs pour attirer les gens, donc des yields, tu sais, payés en daily, fixe, etc. qui sont- garantie, garanties qui sont quand même tu tu vois, vois, impossible. Même au-delà du garantie d'avoir un yield payé en daily avec hyper stable, Ouais. c'est quand même très compliqué. Tu prends la DeFi, tu prends les yields sur les plateformes, on va dire les plus mainstream, AAV, MakerDAO, les yields bougent en fonction de l'activité Ouais. utilisateur, etc. Donc tu peux pas arbitrer ça. Donc les mecs font des trucs stables et après d'un coup, boum. Et donc du coup les gens après ils viennent te voir, ils disent ouais moi lui il a fait ça et je veux du coup des fixed yield daily. On lui dit bah ouais mais tu vois il a fait ça et du coup ça s'est mal passé, c'est un peu Donc, c'est logique. pour ça qu'on est assez ferme sur finalement ce qu'on fait. Mais ça nous fait forcément ça fait énormément mal. Et on essaie d'expliquer Ça au fait mieux normal. aux gens. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil
Moi, ce que me conseille, simple. Comme conseil simple, moi je dirais c'est toujours tester avec une toute petite somme déjà pour voir, mettre un peu le doigt pour voir, d'essayer de comprendre le business model, où est-ce qu'il y a la création de valeur. À un moment donné, il faut qu'il y ait de la création monétaire, il faut comprendre d'où vient le rendement, et ça, avoir quelque chose de concret, de précis là-dessus, de savoir. Du coup, quel est ton rendement risque, parce que si tu comprends d'où vient le rendement, tu comprends d'où sont les risques et quelles sont les expositions. Et après, éviter tous les trucs où les rendements sont stables, les rendements sont payés en journalier, où les rendements c'est du 10-20% régulier par mois, où tu as le compound en plus, plein de trucs comme ça qui peuvent être bizarres, où il n'y a pas de performance fee, il n'y a pas de management fee, il n'y a aucun frais. Les trucs où tu payes rarement aussi aucun frais, c'est bizarre. Et puis ça coûte rien de tester et d'essayer de vraiment comprendre d'où vient le yield, quoi, mais de comprendre du coup ton rendement risque sur chacun de tes produits. Ouais, c'est faire le boulot un petit peu en amont, quoi, finalement. De toujours, et puis après, même quand on t'amène une preuve, comprendre que certaines preuves sont falsifiables, quoi, facilement. Surtout en crypto. Mais des photos, déjà, on est à l'ère d'Internet quand même. Donc les photos, certaines vidéos, ça peut être falsifiable. Et comprendre aussi où est-ce qu'il est le business model. Tu vois, parfois, tu as l'impression que sur un produit, le business model est à un endroit, mais il n'est pas forcément au même endroit que ce que tu penses. Et donc, du coup, ça peut te paraître bizarre sur comment il paye les rendements et tout ça, quoi. Ça me paraît très compliqué tout ça, ça me fait penser à un truc. Est-ce qu'on doit laisser les gens non sophistiqués avoir accès à tout ça? C'est une bonne question, et d'ailleurs on le voit dans plein de pays où il y a eu zéro éducation. Tu prends le Japon où ils ont pu accéder directement sur les marchés, c'est un vrai carnage, outre l'addiction. Parce qu'après le gros problème, là on parle plutôt des arnaques, mais après c'est les gens qui vont sur les brokers, un peu comme les paris sportifs, le casino, etc. Il y a des gens qui sont vraiment addicts, et le problème c'est que quand tu es addict sur un truc broker, il n'y a pas forcément de limite. Tu vois, tu peux mettre combien je veux perdre par semaine ou carrément être blacklisté, tu vois, sur tous les brokers. Comme tu peux le faire au casino. Comme tu pourrais peut-être le faire sur un casino physique. Et ça c'est un vrai problème. Nous, on le voit. C'est plus un problème d'éducation qu'autre chose. Regarde le truc simple, tu vas sur Twitter, tu cherches des trucs crypto, tu regardes des trucs trading futur, les mecs ils sont tous en levier 100, 50. C'est pas possible, quoi. Mais pour autant, c'est dans la norme. Et donc, du coup, si tu prends l'utilisateur normal en crypto de base, tu dis vas-y, ouvre un trade sur un contrat futur, le mec il va dire bah, ok, choisis le levier 50. En plus, par défaut, il est souvent déjà le levier 20, et puis il va faire son truc. Enfin, tu vois, et ça, je pense qu'à la rigueur, la prévention, parce qu'à la rigueur, qu'il y ait, tu vois, c'est le libre-échange, qu'il y ait des gens qui viennent faire des arnaques, des trucs comme ça. Soit tu as un truc où tu as un cadre où tu arrives à punir réellement les gens. Le problème, c'est que tu le vois, tu as beau faire des lois en France, les mecs qui sont à Dubaï ou ils sont trucs, tu peux pas forcément les punir. Puis ils font ça en toute impunité en plus sur les réseaux. Donc ça, c'est quand même compliqué à résoudre. Mais c'est essayer d'éduquer les gens sur des trucs qui sont réalisables, pas réalisables, et sur de dire que si tu n'es pas trader, ton métier, c'est pas des traders. L'idée, c'est que plus tu vas faire des trades, plus ta nav, comment on dit ça, plus tu as de chances de perdre. Ouais, plus ton asset tend vers zéro. Tend vers zéro converge. Tu tends vers zéro. C'est quoi l'offre de votre club, vous, vis-à-vis de ça? Nous, notre club, on n'est pas conseiller financier, on ne fait aucun conseil d'investissement, etc. Juste nous, on explique ce qu'on fait et après les gens peuvent suivre ou pas. Et il y a beaucoup de contenu éducatif dessus. On fait déjà du contenu, il y a toute une couche de contenu pour que la personne qui n'est pas forcément dans les marchés puisse comprendre pourquoi elle remonte, pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça, pourquoi c'est intéressant ci, ça et ça. Et après, nous, on dirait qu'on a 4 grosses parties dans le club, 4, on va dire, gros sous-segments qui sont d'ailleurs pour nous hyper importants en crypto. La première, c'est d'avoir une partie en cold storage si tu fais de l'investissement à long terme. Et principalement BTC ou Ethereum, de ne pas se perdre. Après, une deuxième partie qui va être où, entre guillemets, on a des portefeuilles types pour aller prendre de l'exposition de façon quand même relativement intelligente sur certaines cryptos, principalement des alts, en fonction de ton profil de risque. Et ça, en amont, c'est définition de ton profil d'investisseur, pour comprendre finalement qui t'es comme investisseur. C'est toi qui onboard les gens? Ouais, quel appétit tu as pour le risque, etc. Et de ça, on personnalise un peu ton expérience au sein du club pour te faire des recos que nous, nous, on mettrait ça en place. Mais c'est hyper intéressant de se comprendre en tant qu'investisseur. Et on voit vraiment que les mecs se connaissent pas, quoi. Déjà d'avoir des objectifs qui sont en cohérence avec ton profil et ce que tu peux faire, ton cash flow, ce que tu as, ton âge, etc. La troisième partie, c'est du coup, nous, on a pas mal ce qu'on appelle des alphas. Ça va être des trucs NFT qu'on va acheter, des tickets entre guillemets early stage, des projets que nous, on va faire parce qu'on dit que c'est intelligent. Par exemple, là, on en a un qui arrive. Encore une fois, on trouve que le projet il a un bon fondamental, on a investi une valorisation qui est cohérente, nous on fait notre recherche, on explique un peu ce qu'on fait, puis après les gens ils suivent ou ils suivent pas, ils font entre guillemets ce qu'ils veulent. Et après la quatrième partie, sinon on a une gestion active directement où on va trader du coup là principalement les fonds de nos membres entre guillemets. Et donc en fait, tu as ces 4 piliers-là. Là, vous publiez vos stratégies Non, là c'est nous qui faisons la custodie des fonds.
Et on traite, c'est sur des produits, on va dire, type earn, ce qu'on appelle. Et l'idée derrière tout ça, c'est que nous, on fait du wealth management. Et entre guillemets, nous, c'est l'idée, c'est de dire qu'on est contre le DCA, contre le hodl en crypto. Et Alors, on va essayer donc, de... contre le DCA, c'est dollar cost averaging. Parce que tu parles vite, Julien. Dollar cost averaging. Moi, je pense que déjà, tu as perdu tout le monde, mais Ouais. c'est pas grave. Mais justement, parce que tu as des idées qui vont à l'encontre de tout ce que tout le monde raconte sur YouTube. Exactement, ouais. Donc, grosso modo, si les gens regardent cette vidéo par rapport à 100% des vidéos en ligne, tu vas dire l'inverse. Donc, prenons le temps D'expliquer chaque terme. Parce que moi, tu me fascines là-dessus, ça me fait rire. Donc, dollar cost averaging, c'est investir un montant fixe à une période à temps régulier. Alors, moi, j'ai toujours fait ça. Pourquoi donc ça, bien en fait, ça, c'est la stratégie la plus. En fait, c'est comme si tu te dis, c'est déjà une stratégie. C'est pas aléatoire. C'est une stratégie. Et c'est pas du FOMO et du FUD. Au moins, tu suis une règle. Le problème qu'il y a de ça, c'est de dire, est-ce que déjà ton risque, c'est le même à chaque temps donné ou pas? En fait, le problème de faire ça, c'est que regarde, si on raisonne simplement, tu as le prix qui bouge. Et derrière, après, tu as plein de variables. C'est toi, ton risque à toi, comment ton cash flow bouge, etc. Ton exposition sur ton un risque marché. à toi, il est stable, non? Non, parce que parfois, tu as des moments où tu n'as plus d'argent, parfois des moments où tu as un surplus d'argent de l'autre côté, donc du coup, ton risque, ton allocation en crypto peut être plus ou moins agressive. Okay. Mais globalement, si on simplifie normalement le problème… DCA, c'est souvent un truc de salarié quand même. Oui et non. Je reçois mon salaire. Moi, déjà le premier truc que je dirais… En fait, les gens pensent qu'ils prennent plus de risques en faisant du DCA. Mais personne ne pense ça. Si, ils pensent qu'ils sont en autopilote et que ça déroule. Ils pensent parce que DCA, je coupe tout le risque potentiel d'entrée de… Quoi? En fait, c'est une stratégie sous-optimale, le DCA. Ce que je dis, c'est que déjà, tu peux timer un peu plus le marché pour déjà améliorer un peu plus ces stratégies-là, adapter un petit peu ton risque aussi pour améliorer ces stratégies-là. Et donc, tu peux être dans un système où ton DCA va être un peu plus dynamique. Le problème du DCA, c'est qu'on parle juste d'allouer du capital, jamais de sortir déjà. C'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème que les gens ont. Et en crypto, c'est très violent parce que quand ça baisse de 80%, c'est plus compliqué de sortir. Mais c'est pour ça que le DCA fonctionne très très bien sur des marchés traditionnels, à la Buffett, où on fait du value investing, long only. Bon, voilà, tu vois, il n'est pas hyper d'accord, mais c'est quelque chose qui fonctionne mieux sur ce typologie d'invest. Après, ça dépend de ton objectif. Si c'est de sous-performer le benchmark. Tous les ans, pourquoi pas. Non, ce qu'on dit, c'est que c'est sous-optimal. C'est Buffett qui donne un conseil de DCA. Ouais, non, Buffett, ce qu'il dit, c'est arrêter le stock picking. Enfin, il dit plein de trucs, mais sur un truc qu'il dit par rapport à ça, c'est qu'il dit arrêter le stock picking de vouloir choper le prochain Apple. Il faut que tu aies une partie où ça soit sécurisé. Tu investis dans le SP500, MSCI World et tu t'y tiens. Il parle à 99% des gens qui sont des salariés, parce que peut-être qu'on ne parle pas aussi à 99% des gens. C'est ça qui diffère des trucs qui sont. D'ailleurs, on donne aucun conseil d'investissement, on donne un petit peu de ce qu'on pense et ce qu'on voit sur ça. Et il dit du coup, si tu as un revenu fixe, tu alloues une partie fixe de ça tous les ans, ou tous les semaines, ou tous les mois dans ton truc. Mais le problème, c'est quoi? C'est que après ça, tu as tous les brokers qui récupèrent ça, on n'hésitera pas, qui disent ouais, il faut faire ça, et qui du coup, tu te connectes directement, limite ton compte bancaire à ces brokers-là. Ils te prennent 1% de frais et 1% de trucs, ils te tabassent, ils te font faire ça et tout ça. Et puis, le problème du DCA, c'est que tu sors jamais des marchés, quoi. Et nous, on parle à plein de personnes qui sont là, ils disent en crypto, ça fait 5 ans que j'achète. Ok, et t'en es où aujourd'hui? Tu vois, faut pas oublier que le BTC en janvier 2018, il était, je sais pas, 20 000 $, enfin 19 000 $, et qu'en novembre 2022, il était à 16 000 $. Tu vois. 4 ans se sont passés, il y a l'inflation, le Bitcoin a une inflation, il y a l'inflation en dollars. D'ailleurs, on le voit, nous, sur le marché, tous les mecs qui ont gardé leur crypto, qui ont hodl, ils sont en souffrance. Ça dépend quand ils ont acheté, ouais. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est que 99,9% des gens qui en parlent ont regardé la crypto après 2017. Et après 2017, si tu as fait du DCA ou tu as fait du hodl, tu as sous-performé le marché, ça c'est sûr et certain. Ouais. Sans compter que le problème du hodl et du DCA, c'est que là, on parle de performance dollar-wise, donc en dollars. Mais on ne parle même pas où on ajoute une dimension risque dedans, du coût d'opportunité, volatilité de ton investissement, etc. Et du coup, si on le ramène à ça, c'est une catastrophe. Parce que imagine, tu vois, je sais pas, après, on va pas donner un exemple trop complexe. Mais tu vois, imagine une personne qui te dit, ouais, ça fait depuis 2017 que je suis en crypto. Là, le BTC, imaginons, il remonte à 50 000 $, il est rentré à 25 000 $. Tu te dis, j'ai fait x2. Waouh, ok, c'est génial. Sauf qu'entre-temps, le BTC, il a fait quand même beaucoup de ping-pong. Il a bloqué du capital pendant très longtemps. Il a transpiré, tu vois, parce qu'il a vu son BTC aller à 16 000. C'est pas cool, c'est même pas agréable en plus. Et que globalement, les gens vendent du hodl, mais moi, je connais très très peu de personnes qui font réellement du hodl. Très très peu de personnes. Il y a que les mecs qui ont perdu leur wallet. Ouais, voilà. Ou les seules personnes que je connais qui font du hodl, c'est des personnes qui sont à 7 chiffres, 8 chiffres ou plus. Et eux, ils peuvent se permettre, ils disent voilà, j'ai 25 millions, j'ai 3 millions que j'ai en BTC, que je fais un peu de DCA, etc. Je garde sur un cold wallet. Mais bon, c'est quand même. Et que du coup, tes stratégies en fonction de ton capital, la stratégie optimale va changer. Et c'est pour ça que nous, dans la deuxième partie où on dit qu'on a des portefeuilles que tu peux recopier, entre guillemets, ou t'inspirer un peu dedans, l'idée c'est de dire
tu veux prendre de l'exposition sur tes actifs, mais il faut essayer de trouver des points d'entrée et des points de sortie qui fassent un peu plus sens que ça. Ok, donc pas de DCA. Deuxième règle, toi? Pas de hodl. Pas de hold. Pas de hodl, d'autant plus que globalement, le problème du hodl, parce que encore sur BTC, Ethereum, on peut laisser ça, parce que le but, c'est pas non plus d'énerver tout le monde, mais on peut laisser ça aux gens. Mais le problème du hodl contre la plupart des altcoins, c'est que l'altcoin part de là, elle monte à un moment donné contre le Bitcoin, donc si on prend le graphe contre le Bitcoin, mais elles finissent toutes très souvent en bas à droite. Non. Et que d'ailleurs, tu le vois en crypto, tout le monde part du hodl. Pourquoi? Parce que la plupart des mecs soit vendent du hodl, soit disent ouais, il faut hodl parce que c'est la solution de facilité. Ouais. T'es youtubeur, tu dis bah ouais, les gars, hodl. Mais le but, en fait, ce qu'on c'est dit, pas- c'est qu'il faut un tout petit peu plus d'efforts pour pouvoir maximiser de manière très très importante la gestion de ton risque et tes rendements. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de faire ça, quoi. pas forcément. Ce En que fait, je dis, le truc, c'est une bonne question. C'est qu'en crypto, pour nous, il y a deux personnes. Enfin, il y a deux trucs en crypto. C'est soit tu le fais et tu y passes 1 heure par semaine, même pas. Et je pense que tout le monde peut passer 1 heure par semaine sur crypto. Soit tu y passes 10 heures par jour. Et en fait, la plupart des gens sont au milieu. Et en fait, au milieu, c'est le ventre mou où il se passe rien. Et donc, nous, on voit beaucoup de personnes qui regardent des heures de vidéos sur YouTube. Déjà, commenter la pertinence des vidéos sur YouTube. Et en plus de ça c'est leur apporte un pas bon grand-chose. conseil aux investisseurs. Faites attention à Bah, YouTube. coupez YouTube. Arrêtez Non, YouTube. pour la crypto, coupez YouTube. Arrêtez YouTube. Ouais. Complètement. Dit-il sur YouTube. Bah, à la rigueur, en stock ou tu vois, il y a des trucs intéressants sur YouTube. Il y a plein de contenus où à C'est la parce rigueur. que tu connais pas le domaine, mais... Non, mais je veux dire dans la bêtise est peut-être beaucoup moins. Parce que moi, tous les gens du monde de la finance traditionnelle que j'ai découvert là, depuis que je fais mon hedge fund, ils disent tous couper YouTube. Non, mais. Ah ouais. Ouais. Tu veux dire sur Pourquoi la stock ou sur la partie crypto? Sur un stock. Sur stock. Ouais. Non, mais sur ce qu'ils font eux dans le monde traditionnel. Ah, Ils c'est vrai, sont- c'est pas si Ils loin. sont atterrés de ce ce qu'ils qu'ils disent. voient, De ce ce qu'ils qu'ils se disent. disent. Ah, ok, ouais, dans ce sens-là. Quand tu commences à comprendre les produits structurés, les fees, les banques. Ah. Par exemple, le Ça, c'est conseil sûr. ETF, ils disent toujours que c'est un conseil très étrange de faire mettre l'argent de tout le monde en ETF. Dans ETF, ouais. Mais c'est encore une fois une solution de Ça dépend facilité. des Quoi. dépend Ça dépend de l'ETF, l'ETF. Ouais. Et justement, c'est le problème. Puis, ouais. C'est que ça dépend de Ouais, l'ETF. En fait, on Et c'est- peut pas et faire c'est trop tout de le sujet, c'est que généralité. l'ETF, c'est Ouais, ouais. en fait, c'est tout le problème de la finance. Mm. C'est que tu as toujours ces méta-catégories marketing qui Ah bah, sont créées, Exactement. Ouais. ETF, Il y et a à plein de l'intérieur de subtilités, l'ETF, tu as ouais. des trucs incroyables. Et tu vois, par exemple, récemment, j'ai un ami que j'ai convaincu de mettre dans des ETF dividendes parce que lui, il a un sujet cash flow particulier. Et je lui ai dit, franchement, c'est con de ne pas lutter contre l'inflation au minimum avec un produit comme ça. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été regarder les ETF. Et juste pour trouver un ou deux ETF de qualité, j'y ai passé 3 jours quoi, Bah, à lire pour pas- des ouais. notices. Bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire pour pas citer de broker, encore une fois, je ne sais pas si on a le droit, mais souvent quand tu vas sur les brokers, là, je sais plus, la dernière fois, j'en étais sur un assez, voilà. Tu vois, tu te proposes des ETF genre panneaux solaires, conduite autonome, et tu cliques dessus, et genre conduite autonome, tu as genre 4%, c'est Tesla, et après tu as Et des t- trucs, mais ils t'ont foutu, tu ils connais t'ont même pas farci tous la les boîte, trucs, ils te farcissent, parce que souvent sur des trucs comme ça, tu vois, ils prennent Ouais, plus c'est de comme, frais, les, enfin, c'est bref, comme les bref, saucisses. Tu peux mettre beaucoup de mauvaise viande Ouais, dans la... Exactement. C'est Tu as des vendeurs. bonnes saucisses et des mauvaises saucisses. Et donc, pas de DCA, pas de hold. Troisième règle. Levier, peut-être. Il faut se calmer sur le levier. Ouais, mais ça, en fait, c'est une règle que, pour moi qui est intuitive. C'est-à-dire que déjà, pas de levier sur les marchés financiers, en crypto d'autant plus, d'autant moins. Pas de levier. C'est bien les En leviers. fait, levier, le problème, c'est quoi? Ça dépend comment. C'est qu'on a plein de personnes qui disent oui, moi Julien, j'ai une partie en cold storage, mes Ethereum, pourquoi pas je me lèverais pas x3 sur un contrat tu vois, perpétuel et puis j'attends quoi. Il y a peu de chances que le Ethereum fasse moins 33% et que je puisse m'en sortir. Bah si, ça, il y a beaucoup de chances Ouais, que voilà. ça Il y a fasse. beaucoup de chance. Donc il y a une chance qui est énorme, mais ils essaient de terminer le marché, ils te disent ouais là je suis rentré sur le point là, nanana, et de faire ces trucs. Non, mais ça, j'ai jamais compris. Ça, ça c'est vraiment une grosse bêtise. Ça. Ouais, mais beaucoup, nous, on Ça le va voit, très, très beaucoup, vite, en beaucoup plus, font Bah, ça. moi, autour de moi, tous mes potes qui se sont ruinés en crypto, ils se sont ruinés comme ça. Ah ouais, c'est la Bah, classique. le hein. levier c'est fast way. Ouais, ça va très très vite en fait le levier. Ouais. C'est dans un Puis, sens comme dans l'autre. En fait, Ceux qui gagnent de l'argent, c'est ceux qui liquident. Hein. Bah ouais. ouais, mais au-delà de ça, le truc c'est toujours pareil. Par exemple, moi je suis en crypto, je pense que à part à des titres tests, tu sais, pour tester des trucs et tout ça sur des plateformes, mais je me suis jamais fait liquider. En fait, à un moment donné, aussi, il faut avoir un peu de décence et comprendre que quand tu longues du BTC qu'il est à 26 000 $ et que ton prix liquidation il est à 25 980, ça va être compliqué de trucs, tu vois. Après, au moins, ce qui est bien côté positif avec les leviers, c'est que ça punit très vite, très fort. Donc, il vaut mieux se faire punir très vite, très fort plutôt que de garder des positions en spot où ça fait 3 ans que tu attends et tu te dis, ouais, un jour ça viendra à la TH, etc. Et puis le token, il y a une inflation à 15%. Tu vois, par exemple, c'est un truc marrant, c'est que sur le hodl, premier truc que je dis au mec, c'est t'es en crypto parce que tu veux quand même investir, faire de l'argent, battre l'inflation. Tu vois. Et le problème, c'est que tu critiques le dollar qui a une inflation, je sais pas, imaginons à 5% par an, mais tu vas sur des actifs qui ont quasi
une inflation au-dessus de 5%. Sauf le Bitcoin. Ouais, même Ethereum, on Même n'a pas. Ethereum, ouais. Puis il y en a quand même plein qui n'ont pas au-dessus de Ah, 5%. Ethereum est déflationniste. Ouais. Ouais, déflationniste, Enfin, depuis pas très longtemps. Et Bitcoin, il est un peu inflationniste. Ouais, 3%, je crois, quelque chose comme ça, je ne vais pas dire de bêtises. ça reste raisonnable. Donc, il y a une dernière règle, Smart Exposure. Ouais, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est sur la Smart Exposure, c'est l'idée, c'est qu'au-delà de ça, donc on a enlevé le DCA et HODL, c'est te dire, est-ce qu'il y a des. On va dire qu'il y a des moments où c'est plus intéressant de prendre l'exposition sur tel actif ou non. Le problème, c'est qu'en crypto, le marché est encore jeune, donc on n'est pas sur un marché aussi complexe que sur les marchés financiers traditionnels où tu peux avoir certains facteurs de marché, si je résume très simplement. Tu as des facteurs taille, des facteurs value, tu vois, tu parlais des actions à dividendes, des facteurs growth, tu vois, certaines tech stocks. Mais néanmoins, en crypto, tu as quand même certains facteurs. Tu as la Bitcoin dominance, tu vois, qui peut monter ou bouger, Ethereum dominance, alt season ou pas. Donc, au-dessus de ça, déjà, tu peux couper ton marché pour savoir à un instant T donné, par exemple, tu imagines, tu veux continuer de faire ton DCA parce que tu ne veux pas changer. Tu peux te dire à un instant T donné, quel est ce qu'on appelle le meilleur premium sur le marché. C'est-à-dire quel est l'actif qui est le plus intéressant à acheter. Et qu'après, dans ça, est-ce que tu peux acheter l'actif en ayant d'essayer d'avoir une smart exposure, c'est-à-dire que quand l'actif fait rien, bah, tu vois, tu es en attente. Quand l'actif baisse, soit tu as vendu pour acheter plus bas, soit tu peux shorter l'actif. Et quand l'actif monte, essayer de prendre le plus de la performance possible. Intéressant. Et tu penses pas que les gens, quand ils jouent à ça, ils ont plus de risques de paniquer psychologiquement et de faire des moves un peu. Je parle d'expérience. Acheter les tops et vendre les downs. Moi, je parle d'expérience, c'est que toutes les personnes en crypto qui font un tout petit peu l'effort, c'est-à-dire qui essaient un peu de se battre contre le marché, tu vois. Qui ne sont pas là en mode j'achète, parce que le problème du DCA et du HODL, c'est la solution de facilité, tu vois. Puis après, ils me disent ouais, ça n'a pas marché cette stratégie-là. Oui, mais bon, c'était une stratégie sous-optimale, donc tu as sous-optimisé tes chances de réussir. Okay. C'est de dire que pour nous, le petit effort que les gens font sont un premier truc. Et si tu fais des efforts qui font sens d'un point de vue genre logique de base et risque, bah, c'est intéressant parce que soit tu vas progresser, soit tu vas apprendre. Par exemple, je parle de là, il y a pas longtemps, j'ai discuté avec un de nos membres, il me disait oui, Julien, j'ai suivi les portefeuilles, tu vois, j'ai vendu, je sais pas, le BTC à 29 000 $ et j'ai envie de le racheter plus bas. Vous avez dit que vous vouliez racheter, je sais pas, à 26 500. Moi, j'ai envie de le racheter à 25 000. Je pense qu'il va plus baisser. Je dis bah, encore une fois, il n'y a aucun problème. Fais ton truc, soit tu vas apprendre, soit tu vas faire un meilleur trade que nous, soit tu vas apprendre. Mais en tout cas, il est dans une logique, déjà dans une démarche qui est dynamique et qui est intéressante. Tu vois. Il se bat un peu contre le marché, quoi. Il est concerné par ces investissements. Tu vois, par exemple, les mecs qui disent ouais, maintenant c'est trop bas, je touche plus à mon investissement. Bah, attendre que ça il soit encore plus bas. Surtout rien, tu vois. Ça leur est tous arrivé là. Hein. Ils ont dit ouais, je veux pas tout le toucher, monde a toutes des positions qui nous j'attends. Et là, les mecs ils sont repris encore moins 80 sur le moins 90 qui se sont déjà pris. Mais une fois que tu t'es pris à moins 90, ça sert à rien de sortir. Bah en fait non, mais ça sert à toujours de pouvoir interagir sur ta position. Bah ouais. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'imagine, je sais pas, je parle d'un, je sais pas si on peut, je vais pas citer une crypto, mais tu vois, je prends une crypto donnée qui a beaucoup baissé, qui a encore souffert. C'est une crypto, il n'y a rien Comment d'illégal. Il n'y a rien d'illégal à cette Ouais, mais j'ai pas envie de... Surtout que on donne aucun conseil. Donc, ouais, on donne aucun conseil. Mais imaginons, tu vois, je prends par exemple, on donne aucun conseil, c'est vrai. Je prends par exemple eGold, IGLD. Imaginons que tu as cette crypto-là en portefeuille. Déjà, comprendre quelle est en proportion dans ton portefeuille. Tu vois, est-ce que, tu vois, il y a un problème, il y a un risque déjà d'en avoir trop en pourcentage par rapport à ce que tu devrais avoir sur certaines limites de profil de risque et tout ça d'investisseur. Et c'est de se dire, cette crypto-là, elle sous-performe le marché et le Bitcoin et l'Ethereum depuis pas mal de temps maintenant. Donc, il y a tendance à ce qu'elle continue dans ce chemin-là. Est-ce que tu ne peux pas essayer de faire quelque chose sur ta position? Donc, ça va être soit de, à un moment donné, s'il remonte, essayer de revendre une partie, faire un peu des trucs. Encore une fois, on ne dit pas de. Swapper contre ton BTC ou potentiellement plus de momentum. De dire que tu n'as pas certaines altes que tu devrais avoir dans ton portefeuille, pourquoi pas essayer de vendre une partie pour aller sur ces autres altes-là, pour essayer de faire quelque chose. Encore une fois, c'est de faire quelque chose, tu peux détruire la valeur. Tu vois. Donc il y a plein de mecs qui te diront oui, une fois j'ai fait quelque chose, j'ai détruit la valeur, donc je ne fais plus jamais. Bon bah tu vois, donc c'est toujours pareil, il n'y a pas de magie en soi, quoi. Mais on conseille aux gens d'essayer de faire quelque chose toujours. Okay. Et quand les gens rentrent dans votre club et qu'ils vous confient de l'argent à gérer, ils n'ont pas besoin de comprendre tout ça en fait. Donc la partie club, c'est vraiment la partie, voilà, si tu veux, plus profil investisseur, monter ta stratégie d'investissement, etc. Puis après, il y a la plateforme de trading où là, c'est des produits de trading quantitatifs. Donc il y a par exemple 3 produits, un produit BTC, un produit Ethereum et un produit Solana. Et ça, c'est complètement sur autopilote, quoi. Et c'est des produits, c'est des algos qui décident. C'est des algos qui tournent, ouais. Et qui a créé ces algos? Alors ça, on a une petite équipe de traders. Donc il y a des parties in-house, surtout la partie infrastructure. Et puis après les stratégies de trading, ça dépend un petit peu. Et si tu veux, on fait tout le process, due diligence, etc. Pour voilà, nous on en a fait des stratégies de trading, etc. Donc on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. On pousse un peu la stratégie jusqu'au bout et puis derrière, voilà,
on ajuste avec les traders pour vraiment avoir une stratégie qui nous convient, que ce soit par rapport au risque, que ce soit par rapport aux facteurs qu'on veut mettre en place, etc. Et puis pour essayer toujours de les améliorer continuellement. D'optimiser voilà, ces stratégies-là. C'est ça la grosse partie, quoi. Et alors, comment les gens vous découvrent jusqu'à présent? Bouche à oreille. Bouche à oreille? Ouais, très bouche à oreille. On n'a pas fait de marketing. Ou des personnes qui aiment bien nos solutions et qui ont un peu parlent. de réseau et qui nous aident sur ça. Ouais. Ce qui est un peu bouche à oreille, quoi, tu vois. Ouais. On fait un petit webinaire de temps en temps. Mais non, on n'est pas tellement proactif là-dessus. Bon, il faudrait peut-être qu'on s'y mette un de ces quatre. C'est dans le pipeline d'ailleurs. Mais c'est toujours touchy d'être dans le marketing dans ces domaines-là. Ouais, c'est touchy. Et puis en plus, voilà, il faut le faire bien. Donc là, pour le coup, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Et puis il y a des moments où il faut mettre plus d'efforts que d'autres. Alors, en ce moment, sur le marché crypto, pas vraiment d'intérêt. Ça ne sert à rien de lutter contre le vent. De lutter, on lutte là. Vous êtes optimiste sur les cryptos? Oui. Ça dépend. C'est-à-dire sur quelle partie des cryptos? Je sais pas, ça va monter. Price only goes up. Alors, prédiction à suivre absolument. Non, moi je suis optimiste dans le sens où je pense que. Il y a du fondamental. Ouais, et puis même dans tous les trucs qu'on voit d'un point de vue mondial, ça répond de plus en plus à des solutions. On est beaucoup. Comment? Vous pensez pas que les gouvernements vont vouloir vraiment buter là? C'est quand même l'année des US en guerre contre les cryptos, non? Mais je pense qu'ils se tirent une balle dans le pied, quoi. Ouais. Moi je pense que c'est pas plus mal en fait. Je pense que tous les pays qui poussent les cryptos dans le dehors, ça met vraiment une scission hyper claire entre tu vois, ce que ça peut apporter, ce que c'est et ce qu'ils vont faire sur la suite, eux de leur côté. Parce que je pense que c'est principalement ça pourquoi ils les poussent dehors. C'est déjà parce que c'est compliqué à réguler, que c'est un bordel pour eux de mettre la tête dedans, ça va leur coûter énormément d'argent pour essayer de comprendre tout ce qui se passe. Mais le problème, c'est que comme dans un monde globalisé, tu peux faire le ménage dans ton pays, il y a Internet, il y a des VPN et du coup, tes Américains, enfin tes citoyens, par exemple, pour les États-Unis, sont toujours sur les plateformes, sur plein de trucs. Et qu'à un moment donné, le problème, c'est que là, ils tapent, et on le voit avec Brian Armstrong, CEO de Coinbase, qui fait pas mal de contenu là-dessus. Ils sont en train de taper sur quand même beaucoup d'acteurs qui jouent le jeu. Tu vois un Coinbase se faire taper dessus comme ça, c'est pas normal, quoi. Ils ont vraiment été nickel de A jusqu'à Z côté régulatoire. Ils ont fait en sorte de tout mettre en place pour qu'ils rentrent bien dans la bonne case, etc. Bah là, ils se rendent compte que tu vois, ça monte des structures offshore parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas distribuer. Il était à Dubaï il y a 3 semaines. Ouais. Et puis globalement. Quand Coinbase va avoir son siège mondial à Dubaï, ça va faire. C'est ça qui est dingue, quoi. C'est fou. Hein. C'est dingue. Il y a optimiste sur l'Europe qui comprend les cryptos? Non, pas du tout. Donc les US et l'Europe vont laisser le marché à d'autres. Ça va être une révolution des pays émergents, vous pensez? Je ne sais pas si ça sera une révolution des pays émergents, mais en tout cas, c'est eux qui vont essayer de rattraper la vague, quoi. Ouais, et puis de toute façon, je pense que dans les pays comme ça, les États-Unis, l'Europe, il y a tellement de capitaux, il y aura toujours une partie qui ira dans le marché. Le marché il est tellement petit qu'il ne suffit pas beaucoup de capitaux quand même pour le faire grossir de façon significative. Et que c'est toujours pareil, il suffit que les prix remontent un petit peu. Moi, la rigueur, ce que je trouve assez surprenant, c'est que de la hausse qu'on a eu Q1, je pensais qu'on allait avoir un coverage médiatique comme une couverture médiatique. Ouais, de la couverture médiatique qui était plus accentuée que ça. Et on n'a pas trop eu. C'est vrai que tu sens quand même qu'il y a un peu un changement dans certaines parties où les cryptos sont quand même un peu moins mises en avant. Parce que souvent, quand même les US qui poussent les gros narratifs comme ça, et c'est vrai que... De toute façon, la narrative journaliste sur les cryptos, elle est catastrophique. Ouais, mais elle permet toujours pareil, de grossir le marché un tout petit peu, parce qu'ils en parlent, donc ça aide un peu. Mais tu vois, pour eux, c'est le trafic de drogue, c'est... je pense que le trafic de drogue, ils ont arrêté parce qu'ils savent que ça marche plus trop. Ouais. Ils ont arrêté, tu rigoles, il y a encore... Ouais, beaucoup moins quand même qu'avant. À un moment donné, c'était quand même 99% des échanges monétaires sur le trafic de drogue sont faits en crypto, presque rien à les écouter. Puis tu vois, tu as Hong Kong qui est en train de faire quelque chose là quand même d'assez important. Donc on va voir. Vas-y, raconte qu'est-ce qu'Hong Kong est en train de faire. Ils sont en train de faire les licences, si tu veux, comme à Dubaï, là, Vara, là, ils sont en train de mettre en place ça à Hong Kong, quoi. Mais le truc, c'est que c'est Hong Kong, quoi. C'est-à-dire que tu as Londres, les États-Unis, c'est une grosse place financière, où il y a beaucoup de capitaux qui sont quand même un peu en attente ou prêts à bondir. Et donc là, on ne sait pas trop ce qui va se passer parce que Hong Kong, ils peuvent débloquer pas mal d'argent qui sont soit bloqués dans ces pays-là, pouvoir les bouger. Parce que c'est ça aussi le gros problème de la crypto. Moi, c'est pour ça que les États-Unis, on ne peut pas leur en vouloir. C'est que tu regardes un peu les reports de la CFTC, etc. C'est que ce qui leur fait peur avec les cryptos, c'est que $1 qui est d'un virement bancaire qui part sur un exchange crypto, il sort un peu des États-Unis.
Donc à un moment donné, comment est-ce que tu réduis Quand tu vois l'inondation, enfin le fuite des navire capitaux, qui fuit des capitaux, donc tu bloques. Ils veulent garder les capitaux sur leur pays, quoi, parce que c'est comme ça qu'ils font. Tu Ou vois, à la rigueur les attirer. Tu vois la Chine, ça a été la première chose qu'ils ont faite, quoi. Moi je me rappelle, la Chine, les cryptos c'était n'importe quoi, les ICO il y en avait partout. Puis du jour au lendemain ils ont tout coupé. Parce que voilà, ils savent qu'ils ont compris qu'ils ont la main sur leur currency. Ils font hyper gaffe à ça, et c'est vrai que ça a été un truc Après, ils ont d'autres problèmes à gérer. radical, quoi, la Chine, pour le coup, quand ils ont coupé. Sur les outflows, ils ont d'autres problèmes à gérer, les Américains en ce moment. Ouais. Et vous y croyez, vous, à la dédollarisation du monde? Moi, je pense qu'en fait, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je pense qu'en fait, on va avoir une euro dès l'oreille. Enfin, tu vois, pour l'euro, ça va être beaucoup plus rapide que pour le dollar. Je pense que peut-être qu'ils vont perdre un petit peu en part de marché, mais j'y crois. Parce qu'il n'y a pas de réel concurrent en fait en face. Tu vois, ils parlent de yuan, mais le yuan, Et de Bitcoin. Ouais, mais c'est pas juste pour faire la même chose. Je suis d'accord. Je te provoque. Et puis on n'a pas envie, c'est pas le but du Bitcoin, et ça n'a pas été conçu pour ça. Et c'est pas. Après, est-ce que ton dollar aura de la valeur, ça? Oui, mais ton dollar aura toujours plus de valeur. Tu vois, pour moi, dans un game où c'est relative value, quoi. En fait, est-ce que le dollar va perdre en part de marché? Oui. Mais est-ce que le yen et l'euro va pas en perdre plus que le dollar? Et donc, du coup, le dollar peut remonter. Les Chinois riches et les Russes riches, leur seule obsession, c'est d'acheter du dollar. Tant que l'élite des pays n'aura pas changé de narrative, ça va être dur de nous faire croire que les autres ont changé, quoi. Je le vois, même nous en Europe, quand tu vois l'euro, moi j'ai pas une grande confiance en l'euro, quoi. À la rigueur, l'euro, ouais. Moi je préfère avoir du dollar que de l'euro, quoi. Si je peux m'éviter les euros, ça m'arrange. Ah ouais. Puis moi j'ai toujours l'espoir que je pense que les États-Unis peuvent rechoper une vague de croissance. On en parlait hier sur what is dollar backed by what, tu vois. Je pense que c'est eux qui sont les plus aptes à sortir quelque chose que les Européens ou même d'autres pays. Ou que le Japon, tu vois. D'ailleurs, le Japon, le yen, ça ne parle pas trop. Le yen, c'est une currency. Mais c'était pas le cas il y a. Il y a quand? Parce que moi, quand j'étais il y a longtemps, ouais. Quand j'étais petit, c'était déjà le bordel. Oui, c'est ça, il y a 40 ans. Ouais. Ils ont eu 20 ans. Mais les fiat, c'est long. Ouais, c'est long, les fiat. Ouais. Ils ont eu 20 ans de gloire et après. Depuis, c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers, ouais. Et vous pensez que c'est un peu votre policy monétaire, c'est que l'Europe et l'euro, ça va être la même que le Japon? Non? Non, je pense pas, mais ça tend pas vers le bon endroit, quoi. Toi, tu penses quoi? Moi, je pense que c'est un peu fondamentalement différent. Déjà, c'est beaucoup plus gros. Je pense qu'à la rigueur, la force de l'Europe, c'est qu'ils réussissent à faire une mort qui est plus lente. Tu vois, ils arrivent à bien freiner le navire. Tu vois. Ok. Je sais pas si c'est mieux, ça, pour le coup. Bah si, parce que... Ouais, je suis pas sûr de ça. Je pense que c'est... Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux une mort instantanée que souffrir. Que l'État fasse défaut et qu'après on redistribue les cartes. Ah ouais, tu penses? Je pense, ouais. C'est comme par exemple les retraites. Vas-y, raconte. Tu vois, les retraites, la réforme de Macron, de repousser un petit peu à quelques années, tu te dis, à quoi bon? À quoi bon? Est-ce que ça change vraiment la donne? Non, je pense pas. Un tout petit peu, quoi. Ça repousse le truc de peut-être quelques années, tu vois. On gratte. Toi, tu te rends pas compte parce que t'es pas français, mais il y a la plupart des Français qui ont extended leur vie en France un peu plus. Le financement retraite. Et la probabilité de défaut de la France a peut-être un petit peu baissé grâce à ça. Donc ça, pour le coup, il vaut peut-être un petit peu plus le coup de massue qu'autre chose, quoi. C'est pas l'inverse. Elle n'a pas monté du fait qu'on n'arrive pas à réformer structurellement. Non, mais oui, mais je veux dire, je parle pour du court terme. Enfin, tu vois, pour à l'échelle humaine, quoi. Mais oui, ça... Non, mais même à l'échelle humaine, ça fait pas un truc comme ça, là? C'est-à-dire? Tu réduis le risque un tout petit peu et après tu l'augmentes exponentiellement. Parce que tu as pris ta dette sous le tapis, tu l'as mise dans un tapis. Tu la rolles, quoi. Tu la rolles avec des intérêts qui montent de plus en plus haut, etc. Ouais. C'est un peu ça. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Et il y a d'autres activités que vous avez envie de faire Ouais. Moi, je regarde beaucoup le market making en ce moment. Ouais. C'est... Raconte-nous, qu'est-ce que c'est le market making? Ça, c'est dur. C'est d'essayer de fluidifier le marché, que ce soit un marché financier, etc., que ce soit crypto ou stock. Il y a toujours des gens qui amènent de la liquidité pour essayer de fluidifier et qu'un acheteur A et un vendeur B puissent se rencontrer au bon endroit. Au meilleur prix. Au meilleur prix. Voilà. Et donc, c'est d'aider les projets, que ce soit par exemple plus crypto, d'aider un projet crypto à fluidifier leurs échanges et à attirer aussi le fait qu'une courbe finalement d'un token X ou Y se comporte de la bonne manière, à attirer le marché parce que c'est quelque chose qui est plus stable et plus facile à aller trader pour des traders. Et il y a des market makers dans la finance traditionnelle?
Tu peux raconter à quoi ils servent? Euh, Mine de rien, il y en a partout autour de nous, on ne les voit pas. Bah ouais, la bourse de New York, par exemple, c'est voilà, Citadel derrière qui fluidifie tous les flots. C'est les plus gros maintenant, eux, en market making? Citadel c'est ça Securities sur Ouais. sur le TradeFi, Ouais. Ouais, ça fait partie des big guys. Ouais. je pense même que c'est les plus gros. Ouais, Citadel Securities qui est énorme, une énorme boîte. C'est eux qui font le flow finalement de la bourse de New York, quoi. Et sans eux, demain, ils éteignent les machines, il ne se passe plus rien, quoi. Il se passe quoi ouais, si on éteint? Bon, alors là, je pense que il se passe plus grand chose, quoi. Pourquoi? Parce que les gens n'arrivent plus à settle le prix? Ah ouais, il n'y a plus personne qui se rend compte, quoi. Ça crée Ouais. un peu de distorsion court terme. Ouais. Après, est-ce que ça va créer quelque chose de positif long terme? On ne sait pas. Ouais. Non, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont. Enfin, en tout cas, le market making, ça a permis parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça a permis de fluidifier énormément partie de pans de l'industrie. Bah, ça a supprimé la volatilité. Ouais. Hein. Ouais. Et puis surtout, ouais, et de Il y a une fluidifier tellement d'industries et tellement de Il y a trucs de une l'agriculture aux Il y a États-Unis. une époque où les marchés traditionnels étaient Ah ouais. aussi volatiles Si, que la les marchés crypto. crypto, bien Hein. sûr. même plus. Hein. Ouais, même plus. Ouais. Parce qu'en plus, comme tu as les fermetures des marchés en marché traditionnel, tu as plein de news qui s'accumulent la nuit. Le matin, ça réouvre et c'est de la violence. Ouais, c'est la grande force, c'est que les mecs sont capables, par exemple, de passer avant le marché et de pouvoir. La grande force de ces mecs qui ont des edges technologiques, etc., côté infrastructure, pour passer des grosses quantités de trades, etc., bah, c'est de passer à l'ouverture du marché, de passer avant tout le monde et de ne pas se retrouver squeeze derrière, quoi. Ouais. Et l'IA, ça a changé un truc dans votre vie? Ah bah, on l'utilise tous les jours. Ouais, c'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, moi je le vois au quotidien, ça m'a fait gagner énormément de temps, quoi. J'écris plus un truc sans passer par ChatGPT. Le soir, je papote avec ChatGPT dans mon lit. C'est chelou, devenu ça. mon copain. C'est chelou, ça, quand même, un peu. Non, Fais gaffe. non, franchement, je passe des Attention. bons moments avec T'es au Il a- courant peut-être qu'il T'es apprend au sur courant toi. que ton frère, il Non, parle à je t'ai pas au courant de ça, je t'ai pas au courant de ça. ChatGPT dans ce Je t'ai pas au lit. courant de ça. Non, c'est incroyable, quoi. Ouais, Le c'est moindre fort. truc, le moindre problème que j'ai, bah, ça passe chez ChatGPT, ce qui m'aide. Tu parles des problèmes avec ta meuf dans ChatGPT ou pas? Non. Non. Tu devrais essayer. Tu crois, toi? Moi, je le fais, c'est génial. C'est vrai? Ouais, en plus, c'est vrai que moi, je vois, il y a des problèmes de la vie de tous les jours, tu vois. Je lui pose la question, mais rien que je ne demande pas qu'il me donne la réponse, juste qu'il m'aide à mieux comprendre comment sectionner le problème, etc. Et c'est vrai que c'est là où il est très très fort, c'est de lui donner une tâche ou un grand sujet et qu'il te le break down en petits morceaux Ah, c'est là où je vois, il est pour très te le fort. rendre facilement actionnable, quoi. Et on utilise ChatGPT dans la finance ou Ça y est, ça commence un petit peu, ouais. Je pense beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Bah, déjà, en Ouais. fait, je pense qu'il y a plein de personnes qui utilisaient ChatGPT ou des modèles, Des tu vois, équivalents, ouais, des ouais. équivalents bah, pour plein de news, sentimental analysis, etc. Il y a énormément de trucs à faire là-dessus. D'ailleurs, on le voit, il y a déjà des personnes qui ont réutilisé ChatGPT comme si c'était une découverte sur ça pour faire des tests et tout ça de trading. Mais globalement, c'est. Ouais, il y a eu le milliardaire, là. Le mec qui a fait $1 milliard, là. Le plus facile. Mais si, l'asiatique, là. Quoi? Si, le petit jeune, il a 25 ans, et il a fait $1 milliard en passant en se faisant guider tous ses trades par ChatGPT. Mais c'est impossible. Un Mais si. milliard de dollars de. Un milliard de yuan. Non, mais peut-être de yuan. Non, Ou c'est de- pas un de chinois, merguez. je crois que c'est un japonais. On en a discuté en plus ensemble, les gars. On en a discuté. Un jour, on verra. Un milliard, c'est bien. Bon, vas-y, trouve ça en live, parce que là, c'est un mec qui a gagné. Qu'est-ce que vous foutez, les gars? Non, ça, c'est sûr. Mais non, mais c'est très utilisé en finance, parce que de toute façon, c'est fait partie des domaines où on traite énormément de data, il y a beaucoup de data. Et l'IA et le market making, alors? Bah, il y a énormément de choses à faire, puisque justement en market making, il y a beaucoup plus de data que rien que en finance. Parce qu'en finance, tu regardes, pour simplifier, la plupart des gens ou même des modèles de base regardent que le prix. Alors que là, avec le market making, tu peux regarder d'autres trucs. Tu peux regarder les prix sur différents exchanges. Tu peux acheter du volume, tu peux acheter de l'order book. Donc ça fait vite énormément de données. Surtout si tu commences à vouloir être un peu plus réactif. Ça fait vite énormément de données. Donc déjà pour processer ça, c'est intéressant. Arriver à avoir les technologies pour travailler ces données-là. Et après avoir du coup quelque chose qui va pouvoir prendre les décisions basées sur plusieurs facteurs de la façon la plus intelligente possible. Et essayer soit de mimiquer un humain, soit d'essayer de battre un humain sur ça, quoi. Parce que tu le vois, par exemple, d'ailleurs tu le prends en banque, il y a beaucoup à l'époque où les banques faisaient beaucoup de trading, on va dire, directionnel, ou même d'order book, ou de market making, mais qui était semi-automatique, tu vois. Bah, tu mets un humain devant un order book, ou même des trucs où il y a de l'exécution, il y a beaucoup d'informations, c'est très très fatigant très rapidement. C'est épuisant. Ouais, c'est épuisant, parce que ça bouge beaucoup, en plus sur les yeux, il faut forcer Vous beaucoup. racontez une connerie. Vous avez peut-être raconté une connerie, je ne sais pas. Mais je vais vous le retrouver, je vais le chercher. Je vais vous le retrouver. Et donc non, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça.
pour automatiser le truc. Ou au moins, si tu arrives à avoir entraîné une IA qui va être capable, du coup, sur le marché, de pouvoir continuellement monitorer le marché, comprendre ce qui se passe et pouvoir prendre des décisions qui vont pouvoir t'aider sur le market making. Par exemple, tu as un actif A, par rapport à un actif B, il s'est passé quelque chose, il va pouvoir rebalancer de façon automatique. Surtout en crypto, c'est essentiel parce qu'en crypto, c'est 24-24, 7-7. Donc, humainement, c'est pour ça que d'ailleurs, C'est dur. en crypto, on parle beaucoup d'automatisation, beaucoup plus que sur les marchés traditionnels. C'est épuisant, ouais. Parce Le que fait c'est, 7-7, 24-24, c'est très compliqué. Même nous, on le voit au niveau trading. Moi, je trouve que le truc le plus dur de ça, c'est le 24-24, 7-7. Mais c'est un avantage en fait. C'est un Ouais, avantage. pourquoi Quand c'est tu es un jeune, c'est avantage un avantage. Parce que du coup, 90% des personnes qui sont en finance, même plus les personnes les plus âgées, pour eux, c'est impossible de se mettre dans ce système-là. Et Oui, d'ailleurs, parce c'est nervous physiquement, breakdown. ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que je pense que du coup, tu crées un edge qui est beaucoup plus important. Et puis, du coup, ça récompense Parce que ceux tu qui fais travaillent le confiance à tes algos. plus. Ouais. Ouais. Et puis, ça récompense ceux qui travaillent le plus, quoi, finalement. D'ailleurs, moi qui ai cette problématique, vous surveillez vos algos, vous ou pas? Bien sûr. On a des trucs de surveillance plus ou moins avancés. Parce que moi, non. Sinon, je C'est-à-dire deviens fou. Bah, quand il tourne, il tourne. Ouais, je pense qu'il y a un vrai biais par rapport à ça, c'est de se dire que quand tu essaies d'automatiser ou de faire quelque chose, c'est important à un moment donné de laisser les robots trader. Parce que sinon, tu as l'humain qui fait face au robot. C'est-à-dire que le problème de l'humain, Bah, t'es c'est. épuisé. Ouais, mais même au-delà de ça, épuisant. moi, le problème que je vois concret, c'est que l'humain va avoir tendance À limiter le robot. Ouais, c'est-à-dire que par Notamment exemple, dans les erreurs. ouais, voilà, à te mettre dans des biais statistiques parce que l'humain va mal réagir sur plein de trucs. Ouais. Et donc, du coup, tu vas tout le temps toucher le robot, pas le faire de la mauvaise façon. Et Je du suis coup, d'accord. tu peux vraiment diminuer tes performances. C'est important. D'ailleurs, ça, je peux te raconter une anecdote d'un robot que j'ai vu passer, que personne ne veut utiliser parce qu'il fait énormément d'erreurs, mais quand il gagne gros. Et donc, il gagne plus qu'il ne perd, Donc statistiquement, statistiquement, mais aucun humain ne peut supporter le fait qu'il perde autant. Et c'est fou, hein. Et le mec qui a créé ce robot, il n'arrivait pas à trouver d'investisseur. Je l'ai sidé sur la simple base de stats. Et je peux dire merci pas à ChatGPT, mais non, mais en fait, je l'aurais jamais vu si on avait traité par un humain. Nous, quand on se fait offrir des algos, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on a notre propre fine-tuning 32K, la GPT-4. Et donc, on met le code dedans et on dit c'est quoi ton avis? Mais jamais personne n'aurait regardé ce truc si un humain avait dû le regarder. Et d'ailleurs, il y a des trucs où ChatGPT est très fort par rapport à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent, surtout pour la finance ou le trading, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ChatGPT tout le temps de la même façon. Il y a des fois où il faut essayer un peu, sans trouver d'indices par rapport à ce que tu parles, on en a un petit peu parlé, il faut essayer de le challenger. Et en fait, c'est un truc sur lequel tu te challenges, justement, il a une approche qui n'est pas du tout humaine et qui est vraiment différente de ce qu'il voit. Ouais, exactement. Et là, tu vois vraiment, et là, c'est là que tu vois que vraiment, en fait, pour moi, c'est même pas tellement que c'est mieux ou quoi, ça a une approche différente. C'est différent. Et du coup, comme tu approches différemment le problème, déjà, tu as un edge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est Yeah, rien que juste dans l'approche. Donc après, si de l'approche, tu es différent et qu'en plus, après, sur comment tu le construis, c'est différent, tu as un peu les deux bouts qui font que tu as quelque chose qui peut être dingue. Et puis du coup, tu scales beaucoup plus que si c'est plus automatisé. Puis après, si tu arrives à ajouter la logique ou le robot, reinforcement learning, tu vois, ces trucs-là où le robot peut un peu s'améliorer. Vous avez joué un peu avec Agent GTP là, et AutoGPT AutoGPT, ouais. Parce que moi, j'ai joué, mais ça a mal tourné. Ce que tu nous racontais. D'abord, ils dépensent beaucoup d'argent vite. Ça consomme du token. Mais heureusement qu'il y a la... Threshold, ouais, le threshold sur OpenAI en fait. Et je pense qu'ils ont sauvé plein de mecs comme ça. Je pense que tu peux partir. Parce que moi, j'étais dormir et mon compte, il était ruiné. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'utilise mon quota du mois en 3 heures. Et heureusement, il était bas. Mais d'habitude, alors que pourtant, je le ponce l'API. Mais j'avais jamais. AutoGPT, c'est incroyable. Ouais, c'est l'enfer. Et l'autre point, c'est que il part vite en vrille, quoi. Il insulte vite les gens. Il est vite très extrême. Il est vite très extrême. Je pense qu'il faut faire attention aux prompts de base, quoi. C'est très dur d'aligner un système. Hein. C'est la grande peur de Yomi, ça. C'est son grand sujet, mais. D'ailleurs, c'est marrant parce que je sais pas si tu l'as déjà raconté. Du coup, il va être d'autant plus à dire. Tu vois où ça marche. Mais je lui ai raconté en privé. Il était atterré. Parce que je lui ai raconté exactement ce qui s'est passé. Tu vas commencer à lui faire peur. Il va plus dormir. Et il était atterré. Il m'a dit, mais tu vois, j'ai raison et tout. J'ai dit, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le problème de l'alignement, c'est un vrai sujet. On voit, c'est tellement puissant, quoi. Moi, franchement, tous les jours, je suis encore étonné de ce que me sort. Ça itère tellement vite, en fait. Et ouais, puis le marché, j'arrive même plus à suivre, quoi. Tu vois, AutoGPT, ça fait un moment qu'il est sur ma to-do list, j'ai pas encore pu. Ça vous épuise pas le fait que ça aille aussi vite?
Voilà, connecter à Internet, tu vois, bon, c'est plus frustrant parce que souvent quand ils release Ouais. quand même assez vite et ça marche pas hyper bien ou t'as pas beaucoup de contenu sur Internet, Mm. donc tu essaies de faire des trucs, est-ce que j'ai vraiment C'est tout vu frustrant, mais en non. tout cas, c'est cool de voir que ça avance. Quoi. De Ça vous fait pas peur. toute façon, il faut vivre avec. Hein. L'essentiel, c'est d'essayer d'en prendre le plus Non, parti moi, je possible. moi, quoi, je suis tu vois. d'accord. De toute façon, Je pense pas qu'on On peut arrêtera, faire le, quelque on chose, de toute arrêtera, façon. on Moi, arrêtera à pas mon le train, échelle, je je vais pense. pas pouvoir faire grand-chose. Ouais. de toute façon, Pas moi, donner un peu moins d'argent à OpenAI. moi, ce que je me suis dit, c'est que de toute façon, s'ils devaient tous nous buter, autant profiter avant, quoi. Ouais, en plus, tu vois. Je sais pas, c'était pas la bonne chose que tu dis par rapport à toi, à ton profil. Bah non, mais de toute façon, moi, ça n'a fait que reinforce. Oui, c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Mm. Non, franchement, Non, ça, ouais. au quotidien, c'est incroyable. Quoi. Même je suis surpris qu'on n'ait pas plus, tu vois, par rapport à ce que tu racontais l'anecdote, qu'on n'ait pas plus de choses comme ça sur Internet. De personnes qui traînent un truc. Il y en a un petit peu, tu vois, on en a parlé la dernière fois, mais qu'il n'y en ait pas plus à une échelle. Ouais. Alors que tu vois, alors que À sur mon les- avis, il y en a plein qui le font et qui disent rien. Ouais, tu penses, ouais. Ouais, je pense Alors que tu vois, sur les précédents modèles qu'on a eu je pense avant, que la campagne électorale américaine, là, Ouais, ça va être un ça va être un carnage. truc, ouais. Ça va être un carnage. c'est sûr, les trucs très négatifs qu'on a eu, on a eu c'était les arnaques sur WhatsApp, quelques trucs comme ça, mais j'ai pas vu des trucs où ça te fait peur, où tu te dis, ah ouais, ma mère pourrait tomber dedans, tu vois. Vous avez Bah là, beaucoup il y a de les copains qui- deepfakes aux US quand même Ouais, qui, c'est fou, partent c'est fou, ça. qui partent en vrille. Ouais. Mais ça va peut-être s'autoréguler, tu vois. Par L'État qui vient. Mais J'espère. faire quoi Qui Qui dit punit comme très en fort. Chine. Ouais, Ouais. tu finis très fort. La Chine, ils ont dit deepfake 30 ans de tôle. Mm. Voilà. À la chinoise. C'est radical, quoi. Mais je sais pas Normalement, si ça nous, on devrait est calmer ça. capable de faire ça, non. Déjà, il faut être capable de pouvoir traquer. Ouais. Parce qu'en Chine, vu les pare-feux qu'il y a, un mec de l'extérieur peut pas venir interagir trop. Alors qu'aux États-Unis, beaucoup de mecs de l'extérieur peuvent venir interagir. C'est vrai. Et c'est toujours le même problème, des mecs qui sont pas sur. Enfin, En tout cas, la campagne électorale américaine, ça va être un grand moment de n'importe quoi. Je pense qu'on va voir des vidéos horribles sortir, qu'on croira réelles, après on saura plus qu'ils ne si le sont c'est vrai. pas. Bah, Ah, et puis en ça, fait, ce qui est ouais. terrible, moi, peut-être plus avec cette AI, c'est que je sais plus quoi croire. C'est un truc. Bah, de toute façon, il faut venir à la seule bonne façon de faire, Ouais. c'est de ne rien croire. Ouais, en fait. c'est exactement ça. ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Je veux dire, Ça, pour le coup, sur Mais bon, quand Internet, tu regardes Cambridge hyper Analytica, méfiant, c'est quand quoi. même l'inverse. L'être humain, c'est quand même l'inverse. ouais, les Il gens croit croient- vraiment que ce qu'il voit. Que ce Ouais. qu'il veut. Tu vois. Ouais, mais là, on peut plus croire. Moi, j'avais été Enfin, on va le victime faire d'un comprendre à- deepfake il y a quelques années. Il y a quelques années. Ouais, il y a un mec qui était chaud, il avait fait un deepfake de moi qui soutenait Zemmour. À l'époque, il y a quelques années déjà. Ouais. Et je recevais des messages disant ouais, je suis Déçu. super déçu de ton soutien de Zemmour. J'étais Zemmour Moi Le Z. J'ai même pas le droit de le soutenir, moi. J'ai pas J'ai regardé sur changerdeprénom.fr, j'avais pas le droit de m'appeler Oussama, quoi. Ah ouais, c'est vous vrai que souvenez, ouais. ils Il y a un faisaient la site internet, campagne, il y a un la site campagne. internet. des Changer de prénoms, prénom. Ouais, .fr. Internet. Et où il reprenait tout. On s'est trouvé ton. Moi, c'était Anselme. C'était quoi Anselme. Anselme. Ouais. C'est pas mal comme prénom, Anselme. Moi, je suis pas emballé quand même. Ouais. Convaincu. Ouais. Anselme Amar. Ouais. Non, tu veux pas m'appeler Anselme? C'est bien Ous. Ou c'est bien. Vous savez que moi, il y a longtemps, je voulais changer de nom. Pourquoi Bah, Oussama, c'était compliqué à. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas à simple. porter, ouais. Ouais. Et donc, j'ai commencé Avant l'autre Oussama ou après l'autre Ah non, Oussama justement, après Ah, l'autre Oussama. Après Ouais, l'autre, ça va. Je pense qu'il y en a Ouais. un paquet derrière qui. Ouais, en 2003, je voulais changer de prénom. 2004. alors Bah, c'était compliqué. Alors, j'avais pris un avocat, etc., pour aller devant un juge. Et l'avocat, il m'a dit bon, comment vous voulez changer? Vous vous appelez comment? Je lui ai dit bah, quitte à changer de nom, j'aimerais changer de prénom et de nom de famille. Parce que j'aime pas beaucoup mon nom de famille. Et, La simplicité. et donc, comme ça, bah, on change Ouais. tout, quoi. Et il m'a dit ah, bah, ça, c'est encore plus dur et tout, mais vous voudriez vous appeler comment? Je lui ai dit Richard O'Malley. C'est comme O'Malley dans Les Aristochats. Le chat. Et Richard, quoi. Ouais, c'est Richard Et, Cœur de Lion, Un quoi. Richard, quoi. Tu vois? Ouais, c'est très stylé. Ouais. Et là, le mec m'a regardé, mais il a dit, mais jamais en rêve ça arrive. Jamais en rêve Parce que ça en arrivera, fait, tu quoi. peux changer, mais t'as pas le droit de choisir ce que tu veux changer. Alors, en fait, tu dois changer vers le truc le plus proche ou je sais pas quoi. Ah ouais J'ai rien compris à ce qu'il m'a raconté. Bon, de toute façon, Moi, c'était pour les personnes qui. ouais, de toute façon, moi, je lui ai dit, moi, si c'est pas Richard O'Malley, c'est rien. Bon, Bah, ça s'est vite terminé. je suis resté Oussama Amar. Très bien. Ta maman, elle en aurait pensé quoi Je m'appelle Richard O'Malley. Ouais. Elle faisait une crise Je cardiaque. pense qu'elle faisait une crise Déjà, elle a rien elle n'arrive même pas à dire le nom. O'Malley. Ouais. Je sais pas si j'aurais été aussi viral, en fait. Je pense pas, ouais. Ouais, moi, Je pense que ça aide un petit peu Oussama quand même. Ouais, je pense aussi. Puis Ouais. Better Call Richard, c'est moins sympa quand même. Better Call Riri. Better Call Riri. Better Call. Ouais. Better Be Rich. Ouais. Attends, c'est pas mal. Mais en France, je pense que ça va pas trop fonctionner. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, c'est quoi les projets là?
les grandes avancées de Merov? J'ai des annonces, des trucs, des Ouais. choses pour motiver les gens de rejoindre d'autres clubs. Ah, les annonces, c'est qu'on a lancé la C'est pas un plateforme. lien sponsorisé, c'est Mm. pas un lien Non, affilié. on a lancé la Faites vos plateforme recherches. Faites vos recherches. on a lancé la plateforme en live vraiment aux membres du club là, depuis 3 semaines. On onboard petit à petit, on n'est pas pressé, hein. On onboard petit à petit les membres et puis bah, voilà, on va faire ça. Il y aura pour un nombre de membres fixe. 1000. Ouais, le but, c'est de faire un club Ouais. que ce soit gérable, entre guillemets. Ouais. Donc il ne pourra pas y avoir plus de membres. Non, il n'y aura pas Non. plus de membres dans le club. Ça. Ah, d'où l'intérêt du NFT, vous l'avez pas dit D'où ça. Ah ouais, l'intérêt c'est du NFT, le but, ouais. ouais. C'est limité à 1000. Ouais. Donc un jour, c'est possible que les En fait, gens... on essaie de résoudre un problème qui est tellement complexe. Déjà, le résoudre avec 1000 personnes, c'est déjà pas mal. Et donc à un moment, on peut imaginer que ce soit un truc tellement... que les gens Non, c'est pas le but en fait. C'est vraiment Ah. une utility NFT Ouais. où le but final, entre guillemets, c'est d'être onboardé sur cette plateforme-là, qui est le 4e pilier des 4 piliers qu'on a vu avant. Et une fois que tu es onboardé sur cette plateforme-là, entre guillemets, ton NFT, pas qu'il vaut plus rien, mais nous en fait, On on te le burn. brûle, on le burn, ce qu'on appelle le NFT. Un KYC est égal à un un NFT. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu le but de faire toute la journée en fait. Donc nous, il y a des personnes qui nous suivent et du coup, tu vois, ici, qui voient toutes les étapes entre guillemets du. Attends, du vous avez process. burné mon NFT? Il y a sans fly, peut-être, tu sais pas. Putain, mais c'est chiant ça. Je peux pas le garder Ah, tu peux le garder. pour Ouais, le ouais, revendre ouais, en je- secondaire. Je te rassure, non, c'est vraiment pas le but en fait. Non, c'est pas Ouais, l'objectif. le but. Ouais. C'est vraiment de faire un NFT qui ait une membership. Et pourquoi pas sans- l'avoir fait comme ça Parce qu'en fait, si tu veux, nous, on nous appelait, ça fait des années qu'on nous appelle toute la journée. Ouais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, on fait comment, etc. Puis bah, on n'a pas Non, un non, temps mais limité, pourquoi pas avoir fait un NFT qui prend de la valeur par la rareté? Si à un Non, moment... parce que il- c'est vraiment pas le C'est but. notre encore une logique, fois. c'est notre logique. Ouais. C'est Donc notre un jour, il logique. pourrait y avoir 10 000 membres dans le club. Non. Non. À la Et rigueur, là, nous, sur- nous, on aime bien Swissborg. À la rigueur, ça ferait faire un système un peu à la Swissborg où ces 1000 membres sont un peu les Genesis, tu vois, les OG, et donc faire des conditions spéciales pour ces membres-là, et après avoir d'autres membres. Mais le club, le but, c'est que ça reste quand même petit, tu vois, dans le club. Parce que si c'est tu veux, compliqué. Plus on va tu vois. avancer, plus ce club-là, bah, voilà, on va les amener sur nos activités. Et ils auront bien sûr, tu vois, des modalités exclusives par rapport à d'autres. Quoi. Voilà, ils nous ont suivis au début. Je trouve ça sympa qu'ils nous suivent et qu'on les accompagne un peu. Nous, un peu, notre rêve, c'est d'en faire 1000 millionnaires. Quoi, tu vois. 1000 millionnaires, ça serait vraiment Avec cool. l'inflation, ça va être limite. Hein. Ouais. Enfin, vous voulez Ça pas... dépend combien de temps. C'est Si ça, c'est dans c'est 20 ça. ans, peut-être qu'on rigolera d'être millionnaire dans 20 ans, mais Tiens, pour le moment, c'est toujours. Ouais. tiens. Non, c'est voilà, c'est de faire suivre. En ces tout cas, les gens-là. aider au plus sur ce qu'ils font déjà et de leur donner le plus qu'on fait nous. Parce qu'on ne dit Ouais, pas c'est- qu'on détient la vérité. Nous, encore une fois, c'est du temps qu'on a passé sur les marchés, de l'expérience qu'on a, de ce qu'on a appris, de ce qu'on pense, de ce que d'autres personnes ont fait, d'apprendre de ça et de dire, OK, nous, on veut plutôt aller dans cette direction-là. Et voilà. Mais tu vois, tout ce qu'on dit évolue au fil du temps. Il suffit qu'il se passe quelque chose, attaque 51 sur le BTC grâce à une IA super puissante. Et ce qu'on dit, ça va évoluer, tu vois, entre guillemets. Vous voulez parler d'FTX ou pas? On peut en parler. Ouais, Ouais, on peut en parler, y a pas de Ouais, problème. ouais, on peut en parler. Hein. Bah, FTX, ça a été un poil douloureux, mais. En fait, je pense que. Mais non, Ouais. c'est pas. En vrai, c'est la vie, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand on s'est rencontrés, Ouais. C'est ça la grosse anecdote. grosse anecdote, quand c'est on s'est parce rencontrés. qu'on a fait un call et je vous ai dit que vous étiez des malades d'avoir tout Ouais, votre premier argent. call, Premier call, ouais. Premier call qu'on a. Parce que j'ai dit, vous gériez bien votre risque marché, mais très mal votre risque exchange. De contrepartie. Contrepartie, De contrepartie, ouais. Ouais. Et Julien m'a dit, mais non. Non, mais en tu sais fait, qu'en le- plus, derrière, on a fait vachement de trucs. Tu vois, on s'est dit, ouais, il faut qu'on appréhende ce sujet-là. Mais Bah il y déjà, avait- un de nos plus gros clients, on ne peut pas le citer, mais c'est un très gros acteur en crypto. Et quasiment, tu vois, investisseur FTX quand même assez gros. Et en fait, le truc, c'est toujours pareil. C'est que nous, on n'a jamais dit qu'FTX était la meilleure solution. Déjà, nous, on parlait que d'FTX pour du trading. Si tu fais pas du trading, tu n'avais rien à faire sur FTX. Tu vas soit en cold storage, soit sur Binance et tu peux retirer, faire tes trucs. Nous, ce qu'on disait, c'est d'un point de vue trading, c'était le top. Et que de toutes les Non, recherches c'était qu'on le faisait et meilleur- tout ça. C'était une meilleure Tu vois, solution. c'était hein. le meilleur Vraiment, on n'a produit. pas Ouais. encore trouvé mieux que FTX. Ouais. Ouais. C'est fou d'ailleurs. Ouais, c'est- Et puis en plus, je pense que FTX a fait très mal en France parce que Binance a eu les futurs interdits. Donc c'est aussi pour ça qu'on a été poussé hors de Binance. Ouais. Parce que la liquidité hors Binance, il n'y avait pas grand-chose. Donc du coup… Nous, le trading, c'est quand même sans futur, c'est compliqué, quoi. Tu vois, Mais c'est en fait ce qui est énervant, c'est pour les cryptos en général. Ouais, c'est plus ça. c'est que- Et donc, 3 semaines après FTX fermé, Mm. ça c'était un gros coup dur pour vous, parce que tout votre club était dessus. Non, en Ouais. fait, c'était en fait, c'est juste de l'argent de ces NFT-là. Nous, on récupère de l'argent. Et entre guillemets, nous, le but, c'était de ce NFT-là, c'est de créer une trésorerie, tu vois, une Merov trésorerie. club. Et de le faire grossir. Après, encore une fois, c'était une partie de ce qu'on faisait dans le club. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Et c'était nous, pour commencer à expliquer le trading qu'on fait,
Tu vois, comment on fait, commencer à parler de rapport de performance, le type de trading qu'on peut faire, etc. Et ce qui est possible de faire, tu vois, parce que les gens sont quand même très déconnectés de plus ou moins. C'était un Et moyen c'était pour nous d'amener, Ouais, voilà. si tu veux, la partie La suite. trading de manière un peu plus light, sans prendre trop de risques, etc. Parce que les gens veulent souvent arriver à la solution finale, tu vois, au dessert. Ouais. Il faut quand Alors même passer par. On veut qu'ils comprennent vraiment tous les tenants et les aboutissants avant d'arriver à la solution finale. Ouais. Et bon, ouais, c'est vrai que c'est une petite gestion de crise, quoi, pour le coup, même une grosse. Bon, Et puis même au-delà de ça, c'est que c'est navrant pour tout l'écosystème, ouais, c'est terrible. pour tout le monde, et ça a mis, je pense, un coup au crypto qui est juste Une rupture colossal, de confiance qui est hyper importante quand même. qui est juste colossal. Vous pensez qu'on s'en est remis là ou pas encore? Les gens oublient vite, je pense, moi. Ouais. Je pense pas. Je pense que les gens sont parmi. Ouais. Parce que moi, de l'intérieur, je vois tous les gros qui étaient sur FTX, c'était principalement les personnes qui faisaient le marché. En fait, le problème, c'est que si c'était arrivé, je sais pas, à un autre acteur aussi gros, pourquoi pas. Tu vois, par exemple, on a eu Free Arrow, c'était des très gros trucs, tu vois, d'un point de vue systématique de tous ces trucs-là. Mais le problème de FTX, c'est que ça arrête les traders, les market makers, les mecs qui étaient les acteurs smart de la crypto et qui apportaient énormément de valeur sur la liquidité, etc. Et donc ces mecs-là, en fait, il y en a beaucoup qui ont, on va dire, de tous ces mecs-là, la plupart, parce que c'est quand même des mecs qui étaient quand même assez puissants, tu vois, genre 8, 9 chiffres, etc., ou des fonds. Soit les fonds ont arrêté, les mecs sont repartis en finance traditionnelle, soit les mecs, ils ont assez d'argent pour pas travailler jusqu'à la fin du jour. Donc ils ont arrêté, et après il te reste 20-30% des mecs qui sont encore sur le marché, ils sont pas hyper convaincus. Il y a plein de mecs qui se disent, ouais, j'ai envie de faire d'autres trucs, quoi. Et surtout que, globalement, à un moment donné, si tu veux un peu faire quelque chose du marché, moi, j'ai pas envie de faire du hodl, mettre sur un cold storage et attendre 10 ans. En fait, c'est pas notre. Parce que... Et puis en plus, j'y crois pas forcément, tu vois, à ça, globalement. Et je pense que le passé l'a montré, à part de choper vraiment le gagnant à la Warren Buffett qui chope son Apple et qui peut garder son trade tout le temps. Non, mais de toute façon, moi, je pense que le monde change. Et... Ouais. Maintenant que j'ai fini de me moquer de vous, j'avoue que je suis 100% d'accord avec vous. Moi, on me demande toujours quelle crypto je hold, j'ose jamais dire que j'en hold aucune. Mais même globalement, n'importe quel actif, même ton euro. Les cryptos, soit tu même ton euro, tu je te bouges conseille avec, pas soit tu. Ouais, je te conseille Parce que pas la probabilité que ça n'existe. Moi, je pense que la probabilité que les cryptos n'existent plus dans 5 ans est la même que celle qui existe. Moi, je pense pas. Ça me paraît. Moi, je suis sûr que la probabilité. Je pense qu'à l'instant T où on est là, les deux chemins sont tout à fait possibles. Moi, là où je te rejoins, c'est que le problème les gens des cryptos sous-estiment à quel point le gouvernement américain peut décider à un moment donné de buter les cryptos mondialement. Mais En fait, je les trouve assez résilients, moi, quand même, les mecs en crypto, tu vois. Non, pas résilient, je pense pas. Je suis pas En fait, là où je rejoins avec toi, c'est que les cryptos, c'est quand même un système qui est antifragile. Donc, il y a un cercle vicieux qui peut s'engendrer, qui peut être très fort. Tu vois, quand le BTC était à 16 000 $, il suffit que ça reste longtemps, les mineurs tu vois, font plus d'argent, ça déconnecte. Ça déconnecte du coup, un peu comme ce que tu as en finance, tu vois, les prix baissent, donc tu vois, les gens consomment moins, les earnings baissent, et tu vois, c'est le cercle vicieux. Ce cercle vicieux-là, je pense qu'il peut arriver de façon assez importante. Ouais, mais même. C'est déjà le cas. Imagine un FATCA de la crypto, FATCA de la crypto. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est que c'est très compliqué à mettre en place. Mais attends, les Américains, ils nous ont fait le FATCA. Moi, je suis un peu plus vieux que vous. Je me souviens quand il y a eu le Patriot Act et FATCA qui apparaît. Je parlais à des banquiers suisses qui me disaient, notamment un banquier qui est devenu tristement célèbre, il disait mais n'importe quoi, jamais ça arrivera, c'est trop compliqué à mettre en place. Ce même banquier a été mis en prison par les US 10 ans plus tard parce qu'il n'avait pas appliqué la règle et il s'est fait arrêter en Suisse et la Suisse l'a livré. Ah ouais, quand même. Ouais. Et en fait, on sous-estime à quel point les US, c'est un pays, quand ils ont un truc en tête et qu'ils mettent le bulldozer américain, les porte-avions, les F-35, les F-35 et tout ça sur un sujet. Le niveau de résilience de la communauté crypto rempli de gogoles qui savent juste dire hold, j'ai hâte de les voir, quoi. Ouais, mais néanmoins, tu crées quand même. En fait, le truc pour moi sur les cryptos, c'est de ces cycles-là. Tu vois, imaginons qu'il y a encore des cycles, c'est qu'en fait, ces cycles baissiers, cycles haussiers, c'est que tu crées vraiment des mecs qui sont. Parce que là, les mecs qui build aujourd'hui. Outrement résilients, en fait. Les mecs qui build aujourd'hui. En fait, tu vois, c'est le truc. Nous, on fait partie de ces catégories-là. C'est que, franchement, nous, on se dit, plus on construit tous les jours, ces derniers temps, plus tu creuses on est en train de creuser l'écart avec les mecs. Oui, mais alors, moi, j'ai envie que ça marche. Hein, et je vis très bien avec l'idée que ça puisse ne pas marcher. Nous aussi. Mais je trouve que justement, dans le monde des cryptos, la simple évocation du fait que les États-Unis puissent buter l'industrie des cryptos, les gens ne veulent pas. En fait, je pense que le monde il est un peu plus complexe maintenant. Et je pense qu'il y a des trucs. Mais il n'est pas plus complexe. Si, parce qu'en fait, il y a des gens en face qui sont peut-être pas du même avis que les Américains. Et je pense que leur poids. Mais qui Mais tu prends pas des Hong Kong. Ce qu'ils sont en train de faire à Hong Kong, les Américains, ils ne font absolument rien, tu vois. Alors que
globalement, ça peut être des fuites de capitaux pour eux qui vont être violents. Je pense que les Américains, là, les pots percés qu'ils ont dans leur banque Tu sais régionale. tu sais aucune banque à Hong Kong n'ouvre de compte pour un Américain. Hein. Non, parce que ce que je veux dire par rapport à ça, c'est Mais que... regarde ce que c'était Hong Kong il y a 10 ans. Ouais, Ça, mais c'est sûr. ouais, non, ça, ouais. Tu te souviens Ouais. Bah toi, t'es trop jeune. Ouais, mais mais je vois un petit peu. moi, je me souviens d'une époque où tu allais à Hong Kong Ah, avec ton c'était- passeport dans la rue. ouais, t'ouvres compte Tu bancaire. rentrais dans une banque, Ouais. tu déposais ton passeport. Ils avaient des cartes bleues pré-imprimées. Et tu sais, Ils avaient plus qu'à coller ton nom. ils collaient ton nom. Avec Ah, les lettres là, avec les le lettres. truc, là. Exactement. Incroyable. Et ils te donnaient ta carte bleue. Incroyable. Comme ça. Dans la rue. Maintenant, Bah, c'est va plus avec, un- c'est plus à Hong Kong. Ouais, hein, mais- va avec ton depuis un petit passeport à moment. Hong Kong ouvrir un compte. Tu vois, je ne dis pas le contraire, mais tu vois, on vit dans un monde où tu as l'inflation, il y a plein de choses qui sont hyper, Non, mais, hyper compliquées, la réserve de valeur elle est je- plus distribuée. À un moment donné, ton bitcoin, tu mets Aucun- en cold storage, tu vois, je- c'est compliqué j'accepte- de censuriser. J'accepte tous tes arguments. Ouais. Ce que je comprends pas, C'est qu'on c'est accepte pas. pourquoi qu'on n'accepte pas. Moi, je te dis pas que c'est ce qui va arriver. Je te dis juste que la proba, elle est égale. Ouais, elle est pas nulle, mais égale Ouais, en maturité 5 ans. T'es un peu dur. euh, un peu dur. Comment Égal, c'est. Après 5 ans, c'est vrai que ça longtemps, 5 ans. Ouais. C'est longtemps. Hein. Il se passe des choses dans 5 ans. On voit ce qui se passe en crypto en 5 ans, ce qui s'est passé dans les 5 dernières années. Parce ça que, va vite, hein. à quel moment les États-Unis. Après, moi, j'ai la théorie inverse. Moi, il y a une stat que je regarde, c'est combien de sénateurs sont exposés en Bitcoin. C'est la seule chose qui va Ok. nous sauver. Parce qu'en fait, les Alors, il y en a élites. beaucoup Il y en a beaucoup, ouais. Les élites américaines sont. Le champion, d'ailleurs, de la crypto, hein, c'est Ted Cruz, Mhm. qui, Ouais. dont le portefeuille est le plus exposé en crypto. Et en plus, lui, c'est un holder Ouais, qui a acheté le top. Ouais, ça, c'est sûr. C'est comme tout. il était fier en plus. Et lui, c'est le meilleur allié ever. Parce que lui, il n'a qu'un intérêt, c'est que ça survive. Mais globalement, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ça à l'extérieur, mais de moi, des retours que j'ai de l'intérieur ou des personnes qui parlent avec des personnes qui font les régulations un peu aux États-Unis, je pense que les mecs, ils sont pas du tout si méchants que ça, aussi anti-crypto que ça. À part certaines personnes. Je pense qu'en fait, les mecs, ils disent juste, nous, on nous a dit, on a des règles, on veut pas de flux qui sort du pays, on veut contrôler les flux, tu vois, ce qui fait sens. Et donc, du coup, on sait pas trop ce qui se passe. Ce qu'on sait, c'est que quand $1 part sur Coinbase, bizarrement, il revient jamais. Qu'il y ait des problèmes sur les taxes, on n'est pas encore prêt pour ça, etc. Et que du coup, je pense qu'en fait, les mecs, ils temporisent plus que Trop vouloir bien. tuer les cryptos. Je comprends, mais à un moment donné, il pourrait se dire c'est une menace pour la suprématie du dollar, pour de vrai, mais tu n'es pas à Je l'abri. pense qu'en fait, il y a que des mecs qui sont pas dans le Congrès qui pensent ça, en fait. Je pense qu'ils se disent que... En fait, moi, c'est un peu ce truc que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je pense qu'en fait, tu vois, des retours que j'ai, c'est qu'ils se disent que beaucoup plus le Bitcoin peut les aider à avoir un dollar qui va peut-être moins perdre face aux autres que l'inverse, tu vois. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est le même principe que on parle du dollar qui perd de confiance, en hein. market share, mais je pense qu'en fait, l'euro va perdre beaucoup plus. Qu'en fait, c'est juste, tu as quelques trucs qui vont peut-être prendre un peu plus, ou peut-être un autre pays ou un autre truc qui va peut-être rentrer un peu en compétition de façon, tu vois, très lointaine, mais un petit peu. Et je pense qu'en fait, le Bitcoin peut aider à stabiliser ça et à être dans un monde où ça va apporter quelque chose, plus que ça va détruire de la valeur pour le dollar. Ok. Déjà, tu le vois en crypto, on n'a que des stablecoins en dollars, on parle que en Ouais, dollars. c'est que PEC dollar. À la rigueur, ce que j'espère, c'est que Circle explique bien que, en fait, s'ils font un petit peu d'effort, les cryptos resteront que dollars tout le temps. Et j'espère que les Américains vont vraiment fight. Tu vois, d'ailleurs, ils n'ont même pas besoin parce que sur l'euro, tu vois ce que font l'Europe sur les Ouais. stablecoins, euros. Bah, de toute façon, l'Europe a tué les stablecoins avant même qu'elles Ouais, se lancent. ouais, voilà, mais tu vois, C'est drôle d'ailleurs ça. mais tu vois, en fait, encore une fois, on dit que les Américains veulent tuer les cryptos, on ne parle pas des Européens, mais les Européens font des choses qui sont beaucoup plus violentes dès le début. Tout le monde s'en fout des Européens. Ouais, en fait, Oui, mais ça, tu vois, c'est un peu le, les Américains le font le pas. marginal. Quoi. Et je pense que ça coûte pas grand-chose aux Les Américains. Européens n'ont aucun pouvoir sur les pays émergents, les Américains restent le pays qui a le pouvoir sur les pays émergents. Et je pense que tu vois, si les Américains voulaient vraiment, je pense que ça aurait pas pu leur coûter beaucoup d'aller voir Circle, de bloquer Circle, d'essayer de bloquer l'USDT, et ils vont faire beaucoup plus de mal au marché crypto. D'ailleurs, comment enfin là, on rentre dans une discussion un peu d'initié, mais comment vous expliquez que USDT, il y a une telle bienveillance des gouvernement. autorités en général? C'est drôle quand même, non? C'est 8 mecs avec une boîte aux lettres aux Bahamas Ouais. que personne ne connaît. Enfin, c'est quand même. Ils sont 8, c'est ça, dans la boîte? Je pense un peu plus. Ouais, que ça. mais ils sont Tu tu veux dire les mecs qui réfléchissent. Ouais. Les mecs qui réfléchissent, ouais, je pense qu'ils sont pas beaucoup plus que Ouais, c'est la core team, c'est ça, ouais. sur la partie vraiment que, Ouais, que c'est ça, stable. Ouais. C'est fou, non? Bah, je pense qu'ils se sont fait un peu leur propre système. Quoi. Ils ont acheté presque leur propre banque. Ils C'est sont leur leur- propre banque. Hein, tu vois. Ils sont où leur compte? Personne ne sait. Ah, on sait Il y que en a- sur il y en a certaines parties, certains vu qu'ils ont. En fait, finalement, c'est quand même. Enfin, genre, il n'y a pas de trucs qui sont des audits, tu vois, hyper. Mais on sait un petit peu où est-ce ce qui est large, on a des traces. Mhm. Tu as sur une partie qui est sur des bonds, et donc c'est géré par. Les bons, ouais. Il y a les noms des personnes qui ont interagi avec.
Sur certains comptes bancaires, on a eu, tu vois, parce qu'il y a eu tous les fiascos, tu sais, avec certaines banques aux Bahamas, ils avaient certains trucs et tout ça. Donc on sait un petit peu certaines choses. Mais moi, ce que je dirais sur l'USDT, c'est un peu ce que disait Elon Musk sur le Dogecoin. Tu sais, c'est l'ironie du sort que ce mème devienne genre potentiellement le nouvel currency, tu vois, le truc comme ça. Et en fait, je pense que le USDT, c'est un peu l'ironie du sort. Je pense qu'en fait, les mecs ont. Parce que si tu suis l'USDT depuis le début, tu vois, comment ça a été fait, tous les moments où il y a eu des moments où ça a été compliqué, etc., il y a plein de théories, tu vois. Moi, je pense que la théorie la plus probable, c'est que les mecs, ils ont essayé de faire un truc qui est peut-être plus ou moins. Tu vois, encore une fois, si on voit le côté positif, tu vois, plus ou moins bien pour essayer de protéger leur projet. Peut-être des trucs, ils ont commis, tu vois, des trucs pas légaux, mais ils ont réussi à défendre leur projet et que bon an, mal an, tu vois, ils ont mené leur barque. Ils ont pris des mines, ils ont réussi à absorber ça. Mais ça reste quand même le risque systématique en crypto qui est de retour de façon exponentielle, vu qu'avec ce qui s'est passé sur l'USDC et le BUSD, tu vois Binance, le volume, je sais pas, sur les paires BUSD a baissé, le volume sur, enfin, je veux pas donner de chiffres, mais tu vois, ça recentralise encore plus les cryptos sur cette USDT. Et donc je pense qu'il faut qu'on prie pour que. Il y a un nouvel acteur qui arrive. Non, pour que l'USDC, déjà fasse le taf et que l'USDT soit. En fait, la question, c'est à combien l'USDT est payé. T'as une grande théorie, Julien. Tu voulais que j'explique ma grande théorie. En fait, c'est pas tellement une grande théorie. En fait, moi, j'ai pas de théorie. Qui fait débat familialement parlant. Ah, mais t'as fait péter un câble à ta mère, hein. Ouais, gentiment. En fait, j'ai pas de théorie, c'est juste des trucs que j'observe et après je théorise par itération plus ou moins anatomique, tout. Et donc en gros, moi j'ai une théorie qui est que, elle peut être vue de plusieurs façons, mais que dans une fratrie où il y a plusieurs enfants, que ce soit homme, femme, ce que tu veux, il y a toujours un enfant qui est plus aimé. Encore une fois, quand je dis aimé, c'est pas un truc genre d'amour, des parents aiment plus un enfant ou l'autre, mais c'est plus protégé, plus attention, plus. Tu vois, alors qu'il y a d'autres enfants, ils vont dire bon, toi, tu te démerdes, on sait que tu es antifragile, fais ton truc, où on n'est pas stressé, tu vois. Et donc, du coup, bah, c'est ma théorie, c'est que du coup, les parents ont toujours l'enfant un peu plus faible, ou l'enfant. Encore une fois, c'est pas faible forcément sur le même critère. Tu vois, ça peut être faible sur des côtés émotifs, sur le côté, tu vois, stabilité, etc. Bah, du coup, les parents vont avoir tendance à plus protéger ou plus aimer cet enfant-là, tu vois. Là, ce que j'adore, c'est que tu es tellement chill quand il raconte ça. Bon, parce que c'est Julien, les théories de Julien, on les connaît. Hein. Vous verrez un jour. On les connaît. Et depuis qu'il est enfant, t'es comme ça, il est comme ça? Julien? Ouais. Il a des théories comme ça. Hein. Ouais, il a toujours eu des obsessions. Ça. Il a toujours eu des obsessions, Julien. Ouais. Ah, il a toujours eu des obsessions. Alors que je pense qu'il était très protégé quand il était jeune. J'étais très faible quand j'étais jeune. Je pense qu'on l'a très protégé quand il était jeune, Julien. Donc, tu as été le fils préféré au début? Je pense, ouais. Et après, il y a eu un C'est switch. Ouais. Bah, déjà rien que pour des traits physiques, tu vois. T'es plus mignon, donc indirectement, tu es plus protégé. Non, mais non, pas, je crois que tu n'as pas compris ce qu'il voulait dire. Ton frère est très littéral. C'est juste que quand tu es plus petit, tu es plus mignon. C'est littéral, c'est pas qu'il est plus mignon que toi. Et d'ailleurs, je pense que souvent. C'est que temporellement, sur les 8 premières années, tu vois, la courbe. C'est sûr que Julien, il était petit, c'était tête d'ange. On l'appelait tête d'ange, corps de diable. Mais vous savez que c'est une théorie évolutionniste très connue d'un chercheur qui est que les enfants, les petits lionceaux, les petits bébés, sont mignons pour pas se faire jeter par les parents. Becter, ouais. Et qu'en fait, la raison pour laquelle tous les bébés sont mignons, c'est parce que tous les bébés nés pas mignons et qu'on les gène de bébés pas mignons ont été butés dans l'évolution. Ouais, quand même. Et donc, il y a eu un clean-up pendant des dizaines de milliers d'années de sélection. Incroyable. Et alors, malheureusement, ça se vérifie. Pourquoi? Chez les animaux, quand il y a un animal qui n'est pas mignon, qui naît avec des déformations et ça, il est immédiatement abandonné. Terrible. Donc il ne peut pas se reproduire et il ne peut pas donner ses caractéristiques de non-mignonnerie. D'accord. Donc la prochaine fois que tu vois un chiot ou un machin et que tu le trouves trop mignon, dis-toi que... Il y en a plein. Ça a été une sélection. Il est déjà sélectionné. Il est déjà sélectionné. C'est fou, hein? Ouais. Et vous êtes plutôt proches familialement? Parce que vous travaillez entre frères. En proximité géographique, oui. Ouais, on est très proches. En fait, on a très peu, on a que 4 années d'écart. On a les mêmes. On partage la même chose. Les mêmes choses. Les mêmes besoins, les mêmes envies.
Ouais, toi, t'as grandi vite alors en fait. C'est ça, t'as rattrapé ton frère, quoi. Julien, il En était, fait, il ouais. était très vite sage. En fait, il a toujours été, il a toujours eu une sagesse, on va dire. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Julien, Je me c'est pas le garçon qui prend beaucoup de risques non plus. Ah, c'est mon métier, quoi. Donc, Heureusement. ça l'est devenu ton métier, mais Heureusement, même ouais. étant jeune, tu prenais pas Ouais. tant de risques que T'es ça. pas gambler. On peut pas En fait, trouver. si, en fait, Parce que je là, peux vous vivez quand même à côté de la ville du vice, qui est à 3 minutes mais d'ici. je peux être gambler, mais en fait, je suis, Quatre. je suis rationnel sur le gambling, tu vois, je trouve ça marrant. Mm. Mais en fait, c'est très compliqué quand. On devrait aller au casino ensemble. Ouais, mais en fait, quand t'es comme Mais moi. Julien, il va au casino, Ouais, je sais. il va faire une étude sociologique si tu veux. Voilà, c'est Avec même pas- pour comprendre pour ça un truc. Mais en fait, quand t'es comme moi, c'est très compliqué dans le réel d'avoir une expérience Parce que gambling. je t'ai pas raconté ma martingale de la roulette et on a été coupé. Non, c'est vrai, ça a été coupé. Ouais. Ouais, je sais pas pourquoi on a été coupé. Parce qu'en fait, moi, je joue les tiers. Je crois qu'on a été coupé par une Ferrari en plus. Je joue les lignes de tiers, 2 tiers pour. Et je joue les tiers comme ça. Mhm. Et donc, en fait, je mise le capital que je récupère systématiquement. Mhm. Enfin, j'ai 2 chances sur 3 de récupérer mon capital à chaque tirage. Mhm. Et je joue mon capital. Et dès que j'ai gagné mon Mhm. capital de façon honteuse, j'arrête de jouer. de façon honteuse. Mais par contre, Bah, quand tu perds, c'est Bah, très compliqué par de par revenir. contre, des Quand fois, tu je me perds, fais wipe out. Ouais, ouais. Et quand je suis wipe Il faut out, je pas- ne rejoue pas. Mais j'aime pas trop la roulette, moi. Moi, T'es j'adore la rigoureux. roulette. T'es rigoureux dans ta martingale. Ouais, je suis très rigoureux dans ma martingale. Et d'ailleurs, elle m'a valu mon plus gros gain au casino ever. D'accord. Puisque un jour, je suis arrivé au casino de Deauville et j'ai mis pas mal d'argent sur la table. Et le mec me donne mes jetons. Et je me tourne comme ça et je commence à parler avec une amie qui était avec moi. Et je me tourne et le mec dit rien ne va plus, les jeux sont faits. Ouais. Et il y avait tous mes jetons qui étaient sur un numéro qu'il m'avait donné. Comme dans les films. Et j'ai commencé à me prendre la tronche avec lui. Je lui ai dit, mais t'es trop Et le con. numéro qui tombe. J'ai un mon argent, j'ai pas joué. Il me dit, rien ne va plus, machin. Et le ton commence à monter. En plus, dans un casino, il faut pas trop que ça monte. Ouais. Il y a la sécurité qui commence à Ouais. approcher tout. Et là, je sens comme ça. Et je me tourne. Et là, il y a un mec qui fait, tu devrais regarder le numéro qui est sorti. Et toute ma mise Incroyable. était sortie. C'est bon ça. Et j'ai demandé mon argent, je suis parti. Ah. Je me suis dit, on va pas leur redonner, quoi. Ouais, non, ça. Mais du coup, ce que je disais par rapport à ça, c'est que dans l'IRL, tu as très peu d'expériences gambling, je trouve, qui sont sympas. Mm. Alors que tu vois, sur Internet, T'aimes bien les skills de gambling? comme. Par exemple, on fait une partie d'un jeu vidéo l'un contre l'autre et on mise de l'argent. Ouais, j'aime bien bet maintenant ça, ouais. 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 C'est bête. Parce que moi, j'ai créé avec ChatGPT Ouais. un casino virtuel. que j'ai fait anonymement. Je ne dirai pas l'adresse. Ouais. Mais si les gens sont un peu... Ah, l'adresse du smart contract, parce que les gens ont pensé qu'il faut y aller physiquement. Non, l'adresse du smart contract. mais si les gens sont un peu malins, ils peuvent le trouver. Et j'ai inventé un Pong ETH. Donc tu mets dans un wallet, quelqu'un met la somme équivalente dans un wallet, et tu joues au Pong, et celui qui gagne a une signature pour transférer le solde du wallet. Et j'ai fait ça sur ChatGPT en une nuit, sans rien savoir coder un smart Tellement contract. incroyable. Non, ce que j'aime bien sur le fait de parier de l'argent, c'est qu'en fait, ça te met dans une situation qui est différente. Encore une fois, les jeux d'argent sont dangereux, ça faire attention, pas parier avec vos copains ou des trucs juste pour rigoler, Ah, des ça sommes peut pour vite- rigoler et ça peut tout. vite C'est pas mal de l'investissement, rien. Mais je trouve ça marrant parce que ça te met dans une dimension en fait qui est un peu différente. Ton mindset, t'es plus en prise avec. T'es concentré quoi. Et puis qu'en plus, je pense que finalement, dans ces trucs-là, tu peux développer beaucoup plus Enfin, tu développes des choses, je pense, qui sont pas non pertinentes, tu vois. Parce que finalement, tous ces jeux de hasard avec des espérances de gain plus ou moins, tu vois, sur la roulette, je pense que tu prends un humain, tu vois, pour lui expliquer les statistiques, les probas, lui faire comprendre plein de C'est trucs, tu le mets devant la incroyable. roulette, je pense que c'est le meilleur truc. Mais attends, Parce que tu vois, moi, je parle avec des potes qui sont. t'es au ouais. courant de comment les probas sont nés en maths? Non. Mais c'est... C'est-à-dire des casinos de gambling Mais c'est Pascal qui avait plein dans son entourage de gens qui jouaient. Et il était assis à côté d'eux, il les observait. Et pourquoi on parle d'espérance de gain, de Ouais, j'ai entendu variance, ça déjà, ouais. etc. C'est parce qu'il a créé ça au casino. Comme hasard, c'est. Ouais. Je sais plus, il y a un truc dans hasard. Je sais plus, Ouais. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de modèles quant qui viennent du casino où des mecs qui ont, surtout aux États-Unis, qui ont essayé de battre d'abord les casinos sur certains jeux et après qui ont réutilisé des On va modèles. dater ça en crypto, ouais. Très Dès que vite. je te racontais l'expérience Ouais. avec le truc. Parce que finalement, sur la roulette, tu peux avoir du. Enfin, tu as de la data, quoi, finalement. Tu as une vitesse de bille. D'ailleurs, moi, les casinos en ligne, alors, les inclinaisons. casinos en ligne, c'est un milieu qui me fascine. C'est un truc que j'adore les entrepreneurs de casinos en ligne. C'est toujours des mecs Ouais. Un peu hors du commun, officines, hors du commun, etc. ouais. Et un jour, j'ai reçu un email un peu spam d'un mec qui me disait We should meet, I have a business opportunity for you.
puis je réponds pas une fois, deux fois. Et un jour, je reçois un appel justement d'un pote qui avait un casino en ligne et qui me dit « Ouais, Oussama, t'as reçu des emails de ces gens-là, t'as pas répondu et je sais pas si tu devrais faire affaire avec eux ou pas, Mais va voir quand même. mais tu devrais un minimum les recevoir, quoi. » Je dis « Ok, très bien, je me prends rendez-vous avec eux. » J'étais avec un collègue de The Family qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Et on attendait devant The Family et là on voit une Lamborghini qui arrive, le mec qui se gare. Deux mecs mastoc qui sortent avec des valises comme ça. Et ils disent Do you have a room with privacy? Je dis ok, oui, on va dans le bureau et tout. Et là il pose la mallette comme ça. Il ouvre la mallette et il dit This is system. Beat anyone at poker. Et tu voyais un écran avec des mains de poker et tout. Problem. Online casino, they put hidden webcam. So you take this, put it in a room, buy a guy, click, 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 money, money, money. And then we split 50-50. 1 million first month, 5 million a month. Wow, t'imagines. Et j'étais là, putain, ce truc de ouf. Et après, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de mecs qui étaient en guerre. Et en fait, c'était des algos qui jouaient contre des algos. Et c'était le mec qui avait le meilleur algo qui gagnait. Et qu'en fait, c'était devenu très, très, très dur de jouer au poker en ligne à cause de tout ça. Surtout si tu as un robot contre beaucoup de... Si t'as un robot contre des humains, c'est hyper simple. Enfin, s'il y en a un, je veux dire, si c'est des robots contre des robots, tu vois, c'est rapidement un jeu à somme nulle. Mais si tu as un robot contre des humains, il y a plein de biais hyper simples que tu peux exploiter sur l'humain, tu vois, sur l'agresser, sur des mises pour vraiment le battre. Ouais. Il y a des modèles hyper simples qui marchent. C'est fou, hein. Non, il y a des sacrés. De toute façon, c'est toujours pareil, c'est la nature humaine, c'est comme en crypto. Dès qu'il y a une inefficience ou il y a un honeypot, les gens viennent essayer de l'arbitrer ou essayer de faire quelque chose. En ce moment, il y a la mode des shitcoins, là. Toutes les semaines, il y en a un nouveau. Enfin, c'est quand même, ça a été rapide. Ouais. Comment ça, c'était rapide? Il y a une fenêtre. Ouais, la fenêtre de tir a été. Ah, ça y est, elle est déjà. Ouais. Tu es sûr? Parce que moi, je continue à recevoir des. Oui, peut-être, mais c'est plus des contrats où. Tu peux pas cliquer là. Il faut pas savoir. De toute façon, moi, Non, elle était très courte. Bah, comme en fait, le problème, c'est que le marché, il est baissier, il est un peu. Et puis ces trucs-là, en fait, il y a une petite fenêtre quand le BTC est stable. Mais le PP, là, ça vaut quand même 500 millions de market cap, là. Ouais, mais encore une fois, c'est la market cap qui est fausse. Raconte-nous ça. C'est que globalement, peut-être la plus simple, c'est d'expliquer sur le Dogecoin. Le Dogecoin, là, en fait, même sur certains trucs, il y a eu, par exemple, imaginons je crée un token aujourd'hui, je crée le OUS, j'émets 1000 tokens, tu vois, j'en distribue un peu à des mecs, je sais qu'ils vont pas vendre, pour un peu faire genre, je décentralise un peu la supply, et après j'en mets en vente un, que je split, tu vois, en 10, donc je mets en vente des 0,1, il y a un mec qui l'achète $10, un mec qui l'achète $100, et puis il y en a un mec qui achète le 0,1, $1000. Donc $1000 x 10, ça fait que le coin vaut 10 000, et comme il y en a 1000, tu fais le calcul. Donc ton token OUS a une valorisation boursière de 10 000. Market cap et voilà. Et donc du coup, l'idée c'est, est-ce que ça vaut vraiment 10 millions? Est-ce qu'on a réussi à créer 10 millions de valeur? L'idée c'est que non, parce que le marché, il a une liquidité, il a un truc, ton token, il n'est pas listé partout. Donc c'est-à-dire que peut-être qu'il suffit qu'il y ait un autre intervenant de marché qui vient avec 2 tokens, il a réussi à retenir 2 tokens, et il va vendre, il a vendu que 0,1 token, et le token est déjà à 0. Et donc c'est le but d'ailleurs du market making en crypto, c'est d'essayer d'aider ces projets-là pour déjà rendre beaucoup plus sophistiqués leurs tokens, qui soient listés sur plus de places d'échange, qui soient mieux listés, que le prix bouge mieux pour attirer déjà des acteurs plus sophistiqués, parce que c'est le gros problème en crypto. C'est-à-dire que maintenant, si tu sors de certaines cryptos, ça reste que du combat de retail quasiment, parce que la liquidité est trop petite. Tu vois, tu t'achètes 10 000 balles du token, le prix bouge de 5%. Tout à l'heure, tu me montrais, c'était quoi, 32 000 $? 32 000 $, pour bouger 2% un token sur Binance. Qui avait une market cap de 180 millions. 180 millions, c'est pas possible, putain. C'est un truc de fou. Ça te montre à quel point, mais en fait. Et là, tu viendrais sur ce token, tu mettrais $1 million. Tu secoues le marché, ouais, mais en fait, c'est. En achat, qu'est-ce qui se passerait? Avant de te faire exécuter. En fait, le truc, c'est que si tu fais ça très rapidement, il y a des robots qui vont te voir ou des mecs traders qui ont des robots connectés, ils vont voir qu'il y a une opportunité d'arbitrage. Et là, il y a moyen que tu te fasses éclater et que tu comprennes que l'efficience des marchés est très très violente. C'est-à-dire que tu vas acheter $1 million, le token il a peut-être monté à $20. Tu as peut-être des robots qui vont commencer à vendre de ton token. Si tu es sur un exchange comme Legit, tu vois, donc, si tu es sur un exchange Legit, mais si tu n'es pas sur un exchange Legit, il y a de fortes chances que l'exchange crée du token à l'infini pour suppresser ton prix à l'infini et pour récupérer ton argent, tu vois, entre guillemets. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de corners? Qu'il n'y a pas plus de corners? C'est-à-dire dans quel sens? Tu sais, les corners,
C'est plus utilisé comme mot dans la finance, les corners. C'est quand tu as un mec qui t'envoie la balle pour que tu marques. Donc le corner le plus classique, c'est celui de l'art contemporain. Bernard Arnault trouve un artiste qu'il aime bien. Il achète, Ah, ok, c'est bon, j'ai compris. il achète tout le stock Ouais, j'ai rien dit. d'art de l'artiste. Ah ouais, ok. Il possède toute la supply. Ils font les Banksy. Puis ensuite, Ouais. il va très publiquement acheter Ouais. une œuvre. Manipulation, marché classique, quoi. Résultat, tout le monde veut acheter le truc. Il n'y a plus rien nulle part. Et il écoule tout doucement sur le marché. Et ça. Là, sur les coins, si on se positionne et qu'on achète, En fait, que tu achètes tout doucement une supply de coins, que tu en possèdes beaucoup, et qu'ensuite tu crames un pour que ça pompe, les robots, ils vont faire quoi? Ils vont t'acheter ou ils vont te vendre? En fait, tu peux. Le truc qui est compliqué, c'est déjà de comprendre la logique du robot. En fait, bon, ça c'est un truc un peu spécial, mais le premier truc dans le marketing, mais ça il y a très peu en crypto, c'est beaucoup plus sur les marchés traditionnels, c'est qu'à un moment donné, il y a quasiment que des robots qui ont des robots. Donc c'est essayer de comprendre comment le Parce robot que a été quand un codé. humain passe l'ordre, de toute façon cet ordre il est spoofé, c'est-à-dire que et après c'est des robots qui l'exécutent, c'est ça? Ça dépend vraiment des marchés. Parce que sur les marchés traditionnels, il y a quand même beaucoup d'humains qui achètent et qui vendent tous les jours. Oui, mais 99,9% des orders sont robotisés. Ouais. Oui, mais c'est ça. Donc en fait, entre l'humain et l'order, il y a eu tellement de robots qui sont passés. Que... Ouais, ou des. Ouais. Et puis, c'est ça, c'est qu'un humain. T'as les Enfin, intermédiaires, les machins. Mais globalement, tu peux, si tu, par exemple, imaginons, on est sur un exchange données crypto, on est sur une paire qui est peu liquide, tu sens qu'il y a un robot connecté dessus. L'idée, c'est pourquoi pas d'essayer d'acheter un peu, de vendre un peu, faire un petit peu ces mouvements, comme tu disais là, sans acheter 1 million, pour comprendre la logique du robot. Tu vois. Est-ce que c'est un robot qui a une intelligence ou pas? Est-ce que c'est très bête, s'il pose juste de la liquidité? Et là, tu peux commencer à voir. Et si tu trouves une inefficience du robot, par exemple, tu comprends que le robot, quand le prix bouge de plus de 10%, il se met à vendre de façon hyper importante ou à acheter de façon hyper importante. Tu vois, parce qu'il se dit, le prix est monté 10%, il y a tendance qu'il continue de monter encore plus. Tu vois. Bah, tu sais ça, donc toi, tu as acheté du token tout doucement, tu vois, tout doucement. Tu arrives à manipuler le prix pour faire monter le prix de 10%, et après, tu sais que le robot va se mettre à acheter et tu vends sur le robot. Et le petit trader qui a codé ce robot vient sur son robot, il se dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et